Mais je pense que je les ai lancés. Et je pense? Qu'est-ce que tu veux dire? Des ludes et des plumes. Et des plumes. La seule émission radioludique qu'on écoute jouer. Et toi, à quoi tu joues? Et toi, à quoi tu joues? Bonsoir, bienvenue dans Des ludes et des plumes. On est ensemble pour 2 heures de ludisme, de discussion et de choses en tout genre. Autour de moi ce soir pour vous accompagner, il y aura Yann, Talmo et Damien. Yann qui a prévu de nous parler de choses un petit peu fantastiques, un petit peu... Ouais, on va plonger dans un univers féerique. Je vais vous parler de Fairy Tail. De Fairy Tail, très bien. Damien, toi, t'es un petit peu plus... Non, je sais qu'on a la même coupe de cheveux, mais ouais, c'est pour ça. il a quelques années d'avance quand même. Damien, toi, tu vas nous réchauffer les oreilles avec un courrier des auditeurs ou peut-être un courrier des auteurs. Oui, et puis d'ailleurs, je trouve que c'est pas mal dans la radio. Il y a un fil rouge aujourd'hui parce que juste avant nous, parfois, il y a le carrousel argentin. Et ils parlaient justement de leurs invités, de là où ils venaient. Donc ils venaient tous d'Amérique du Sud, tu vois. Ils ont cité Valparaiso, ils ont cité la Terre de Feu et ils ont cité Malouine, comme nos invités. Parfait. Mais tu spoil un peu pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas encore. En continuant, il y a Talmo. Cette fois-ci, je me tourne du bon côté. Talmo, toi, tu te sens un petit peu un gars de la marine ce soir. J'ai fait des efforts en tout cas, et je vais vous parler des pirates, forbans, corsaires et autres flibustiers, en hommage à nos invités, bien entendu. Tout à fait, oui, parce que ce soir, on a la chance d'avoir, pour nous accompagner, alors nous on a la chance de les avoir, eux malheureusement ils ont la chance de nous supporter, et on a un grand nom du monde ludisme, sinon par la taille ou moins par la réputation, un pirate du ludisme, Roberto Fraga. Roberto, ça va? Ouais, très bien, merci Alexis de m'avoir invité. Je viens avec mon célèbre ami Sébastien. Tout à fait, c'est ce que j'allais dire à tes côtés. Tu es accompagné de Sébastien qui vient aussi pour nous parler. Vous allez nous parler, effectivement, on l'a dit, de la région Malouine et plus particulièrement de l'association qui traîne un petit peu par là. Alors, on ne fait pas que traîner. Hein. Non, ah, mais ne dévoile pas tout, Alors, vous le savez sûrement, toi, Roberto, parce que tu es déjà venu dans l'émission. Comme Damien, Yann et Talmo qui sont déjà venus aussi. Pour toi, ça va être une première. Mais ici, dans l'émission, on a l'habitude de commencer par faire un jeu en direct, un jeu qu'on a la chance d'avoir grâce à nos partenaires. Cette année, on est très heureux parce qu'on a 2 partenaires. On a Sortilège à Vannes et le Remue-Ménage à Quimper. Cette année, dans Des ludes et des plumes, si on joue en direct, c'est grâce à nos 2 partenaires. Dans le Morbihan, Sortilège à Vannes, 4 rue Hoche, quartier de la Mairie, votre spécialiste JDS, JDR, JCE, JCC. Dans le Finistère, le Remue-Ménage à Quimper, 5 rue Toul-à-Laer, quartier de la Cathédrale, 10 ans d'expérience au service des joueurs. Alors pour nous permettre de partager avec vous ces moments ludiques, toute l'équipe de Deludes remercie Sortilège Vannes et Remue-Ménage à Quimper, nos partenaires du jeu Antenne. Tout à fait, nos partenaires, grâce à qui ce soir, nous allons pouvoir jouer à Kokomo. Alors Kokomo, c'est un jeu de Johan Benvenuto. Alors lui, pour ceux qui le savent ou qui connaissent, il a déjà fait d'autres jeux comme Cortex par exemple, qui marche très très bien, ou Mu, qui va arriver prochainement. C'est également un jeu de Jonathan Favre-Godal, qui lui a officié, on en a parlé lors de la dernière émission sur Medieval Pong, ou alors il a fait aussi Woody Git, qui était nominé pour l'As d'Or. C'est illustré par Vincent Burger, qui lui a illustré des jeux comme Tunnel, Actric ou Small Detectives, distribués par Pixie Games. Voilà, on peut y jouer de 2 à 6 à partir de 8 ans pour des parties rapides allant d'un quart d'heure à 20-30 minutes. Pour jouer à Kokomo, c'est très simple. En fait, on va avoir des cartes représentant des thèmes. Là, on a un thème qui coupe, forme dans un musée petit par exemple. Et on va avoir aussi des cartes représentant des lettres. Donc on a en face de chaque thème 2 tas de lettres. On fait des tas, en fait, on fait 4 tas de 5 cartes de thème. Et en face, on remet 2 tas de 5 cartes lettres. On a 3 cartes dans les mains, qui représentent des lettres aussi, que celles-ci, on est seul à connaître. Et après, c'est un petit peu de la rapidité. Alors, ce n'est pas de la rapidité, le premier qui arrive à répondre, c'est que pendant ton tour, tu peux être rapide et enchaîner plusieurs mots. Tu dois obligatoirement utiliser une lettre dans ta main et une lettre en face d'un des thèmes. Par exemple, devant petit, il y a O et T. Il faut que j'en utilise un des 2. Et voilà, si le mot correspond, par exemple, si j'ai un R et que je dis, bah moi, ours, O-U-R-S, parce que j'ai utilisé une lettre de ma main et une lettre là, eh ben, je dis j'ai gagné la carte petit, donc on dévoile celle du dessous, et la carte haut. Après, il y a un juge, le voisin d'à côté, qui lui juge en se disant je
pense que ours, c'est pas petit, donc là, on va pas te l'accorder. Hein, tu aurais dit schtroumpf peut-être, ouais, mais j'avais pas ce qu'il fallait. Et tout ça, c'est sur le temps d'un sablier. Donc tant que je trouve, je continue à jouer et j'enchaîne les points. Quand le sablier est écoulé, on passe au joueur suivant. D'accord. Je refais toujours ma main à 3 cartes et voilà le principe de Kokomo. On va commencer par exemple. Je vais retourner le sablier. Yann, tu es prêt? Tu fais le maître du sablier. Ok. Et toi, Talbot, du coup, tu vas faire un petit peu le juge. C'est-à-dire que si je me gourre, n'hésite pas à me dire que c'est pas bon du tout ce que je dis. Ok? Ah, c'est Donc, parti voilà. avec ça. Ouais. On a des thèmes, donc qui coupe, forme, dans un musée et petit. Go. Go. Alors, je découvre mes lettres. Par exemple, forme, je vais dire losange avec un E et un L. C'est bon. Donc, j'en reprends une pour faire 3. Qui coupe? J'ai le Alors, droit de- non, c'est quand ce sera ton tour, toi tu pourras intervenir. Là, il n'y a que moi. D'accord. Et du coup, qui coupe, moi j'en ai. Ah si, je peux faire cutter avec un C et un R. Et en plus, le R c'était marqué dernière, il faut que ce soit la dernière. Dans cutter, ça marche bien. Hop, je reprends une troisième carte. Attention, cette fois-ci, ah, c'est marrant, ça fait mosso. Et là, stat. Mais ça, on s'en fiche, ça marque pas de points. Dans un musée, par exemple, du coup, j'ai perdu mon. Ouais, j'ai que des voyelles, ça va pas être simple. Hein. Dépêche-toi, tape. Heureusement, j'allais dire, heureusement qu'on a un maître Ah du oui, sablier oui, parce oui, que tout à je fait. voyais Yann regarder les cartes et je me disais, je peux grappiner un peu de temps. J'étais déjà en train de réfléchir à mes futures lettres, mes futurs mots. Donc, ces lettres-là, je n'ai rien marqué avec, je les mets de côté, hein, c'est-à-dire qu'elles ne me servent pas à mon décompte de points. Par contre, Et celles là, que j'ai 2 points. gagnées, je les garde, elles me valent un point par Donc les lettres valent un lettre. point et les thèmes, les cartes thèmes valent un point. Valent un point. Et il n'y a que les lettres avec des particularités, comme celle-là qu'il fallait dire en dernière. Elles ont 2 étoiles, elles valent 2 points. D'accord, wow, ok. Moi, j'ai que des lettres à 2 étoiles. Waouh. Donc avec des contraintes. Oui, j'ai plein de contraintes. Ah oui, c'est ça. Hop, attention Yann, est-ce que tu es prêt? Ah, je croyais que oui, bah. Donc Damien va faire le maître du sablier et tu vas faire le juge. C'est parti. Top, c'est parti. Alors, qu'est-ce qui est lourd? On a lourd en ville En dans un premier musée avec un petit. M, je vais dire un moteur en mettant le R. Un moteur, c'est lourd. Hein. Tu valides? Je valide. Ouais. Tu as déjà porté un moteur? Non. Alors, comment tu sais si c'est lourd? J'imagine, ils prennent des treuils et tout. Ouais, d'accord. Ouais, je suis d'accord. Je valide aussi. J'avais pas pensé au treuil, mais tu lui as bien sauvé la vie. Sur la place, la carte. Allez, dans en un sac. ville, on va dire qu'il y a un taxi, par exemple, avec le T et le A. Ah non, Non, parce que ah, on va ouais, le mettre en en première. première. Ah oui, donc ça Sauf peut si faire t'as- du temps. Non, c'est pour nous, c'est très bien, vas-y. Oui, tout à fait. Le temps, Dans c'est un cool. musée. Le temps, c'est cool. En ville, il y a peut-être un axi. Oui, stop, Damien. Non, continue. Non, Presque. non, j'ai été. Tu as été J'ai été mangé mauvais. par le temps, phagocyté par le temps. Alors, Damien, tu as bien compris le principe? Ouais. Talbot, tu deviens maître du sablier. Ouais. Roberto, tu vas devenir juge. Tu es prêt? Ah Quand tu ouais. veux, Talbot. Damien, t'es prêt? Ouais. Partez. Alors, écoute, dans un sac, il y a des. Je reste sur la dernière émission, la celle qui passe normalement en direct ce soir. Il y a des lanières avec un L en première et un S. Je pense qu'on a eu une longue discussion. Oui, ça me rappelle la semaine dernière. Tout à fait. Accordé. Alors, j'ai dévoilé la carte action-verbe. Alors, Verbe, en action-verbe. ville, dans un musée petit. Ça inspire personne dans un musée petit. Alors on peut faire plein de trucs. J'avais plein d'idées, j'ai fait exprès de pas les dire pour vous laisser une chance. Quelque chose de petit, par exemple avec un O. Un petit os. OS. Pas mal. Ça marche? Un petit. Petit os. Dans le corps humain, oui, l'étrier oui, là dans l'oreille. D'accord, ok. Mais moi j'ai dit que petit os c'est avec un P normalement. Attendez. C'est sur le fil, mais ça a été accordé. Ouais, mais ça a été On tous accordé. entendu. Ok, c'est à moi. Hop. Attends, je peux rapprocher la pioche? Oui, bien Ah sûr. Hop, attention, maître du sablier. T'es prêt? Je suis. Ah non, j'arrive pas à lire. Oui, c'est bon. Ouais, je suis prêt. Bon, c'est parti. Allez, il reste action Alors, verbe en ville, dans un musée et en hiver. Ah, c'est pas évident hein, quand même, hein, comme ça, qu'on est pris par le temps. Il y a 30 secondes. Oh là là, je trouve pas. C'est plus facile quand c'est le tour des autres. Ah, c'est vrai. Allez, vas-y, Ah vas-y. ben arrêtez, tiens voilà. Une action, un verbe, arrêter. Épaulé. A-2-R-E-T-E-R. Ok.
action, verbe, ça marche. Voilà, ensuite dans la chambre, il y a un par. Quand même. Non, je trouve pas. Trop tard. Non, désolé. Non, j'étais très Le temps mauvais. est écoulé. Il y avait un polochon. Un polochon, il y avait plein de choses. Ah non. Oui. Il y a plein de choses dans la chambre. Tant pis. Hop. Tu deviens maître du temps. Yann, tu deviens juge. Ok. Et je t'en prie, sois intransigeant. Il n'y a pas de souci. On retourne quand il commence à Non, vas-y, parler. T'es prêt, toi hein, Ouais, parce sinon, que on là, gagne quand du il temps. parle, lui, Allons-y. il cherche. Oui, c'est plus facile chez soi. Vous, à la maison, si vous voyez la table, vous pouvez jouer. Alors, en ville, commençons par Dans un la haut. chambre, il peut y avoir un tapis. Il peut y avoir un tapis. Enfin, je dis ça, Oui, moi. oui, tout à fait. Je vais avoir un tapis. Bon, c'est pas très bien parce qu'avec J'en les prends acariens, il faut bien. mieux Ouais. éviter, mais il peut y avoir un tapis. Maintenant, on a dans la nature à la place de dans la chambre. Et dans la nature, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Avec un A et un N en dernière lettre. Ouais. Il pourrait y avoir un temps, T-A-O-N. Ah oui, tout à fait. Ouais. Bien joué. Et d'ailleurs, le temps Ça est dit écoulé. fini, ouais. Exact. Non, mais j'attendais vraiment l'ultime graphe. Du coup, ça, C'est pour ça qu'il y a toujours un maître du Ça, temps. c'est clair. Parce que les gens se prennent au jeu, ils regardent les cartes, ils font pas du tout gaffe. On répartit un autre thème dans la colonne où il y en a Non, plus. quand il n'y en a plus, il y en a plus. Hop, D'accord. on enlève les cartes, c'est fini pour elle. Maintenant, on ne se bat qu'avec ça. Ok. Donc Roberto, tu as moins de possibilités en plus. Très bien. Je sens que Le challenge est encore plus moins fort. de chance de faire quelque chose. Es-tu prêt? Je suis prêt. Alors, go. Alors en hiver, on a des noix. Les noix d'hiver, c'est bien connu. Non? Pas les noix avec un L. C'est toi le juge. On peut manger C'est des moi noix le en juge? hiver. Oui, oui, on peut manger des noix en hiver, c'est très bon pour la santé. Très bon pour la santé. N'oublie pas de piocher des cartes. Ensuite, Pour en un avoir outil. trois en main. Ah oui, il faut en avoir trois en main. Bah oui. Donc un outil, on peut avoir un tournevis. Un tournevis avec un T. Ça marche très bien. Et ceci, cela. Donc voilà. Ensuite, en Afrique, eh bien, à Ouagadougou se trouve en Afrique. Regardez. Tout à fait. Ouagadougou, un peu de culture, ça fait du bien. Je prends tout ça. Oh là, j'ai une sacrée pile de cartes. Je continue. J'en ai plus que deux, là, les cartes. Pioche. Et qu'est-ce que je peux faire dans un musée? Tant que le juge On ne peut dit pas très que bien c'est avoir faux, une c'est pas statue faux. de Samothrace. Regardez. Dans un musée, vous êtes, là, vous êtes pétrifié. Ouais, complètement. J'ai encore des grains là. Qui est Samothrace? Et c'est la fin, ça y est. La victoire de Samothrace, bien sûr. Ah. Tu connais pas? Oui, Non, cette si, bataille, la la victoire de victoire, Samothrace. la bataille de Samothrace. Ici, bien sûr, avec le sculpteur Ptolémée III, il a sculpté sur l'île de Lesbos en 428 avant Jésus-Christ. Waouh. Ouais. Merci. Bon, ça c'était du baratin. C'est jamais. Ouais, mais ça passe. Ça passe. Ça passe. Donc voilà, vous avez vu donc Kokomo, un jeu d'apéro d'entrée de gamme comme ça, qui fait que qu'on passe un bon moment parce que là en plus on joue, on ne connaît pas le jeu, on est un peu pris par le temps. Après rien n'empêche de changer les thèmes. Alors les thèmes sont recto verso, hein. Là il y a en ville, il y a à la ferme, dans les airs, dans la mer, au Far West, des vêtements, faire un mot de moins de 5 lettres, de plus de 7 lettres. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts et si vraiment on n'y trouve pas notre compte, rien n'empêche de faire nos propres thèmes, un petit peu comme le petit bac. De la même taille qu'une pizza. Ouais, voilà, des chaussettes, choses qui puent, comme cadeaux ça. à la con, des trucs, exactement. Donc Kokomo, en plus, ça marche très très bien avec les enfants dans le côté apprentissage, si on leur fait épeler les mots ou justement le truc, ah toi, t'écris tante comme ça, bah pas du tout, ça s'écrit pas avec un A, ça s'écrit avec un E, ça dépend ce que tu veux dire. Mais... Oui, ma tante elle est dans la nature quand même. Non mais c'est ça, ouais. L'espace vert. Ma tante était dehors, ah ouais c'est bien, mais j'ai dormi dedans, ah non, pas du tout. Voilà. Donc, que je reprenne mon déroulant et mon conducteur. Donc, après avoir joué à Kokomo, c'est l'heure d'écouter la première pause musicale de l'émission. Et ça va être... Ah ben, puisqu'on parle de Kokomo, on va tout simplement écouter la chanson Kokomo par les Beach Boys. Et vous ne l'aurez pas en direct, car une fois de plus, question de droit d'auteur pour Facebook. Salut, c'est la voix off de Deluxe.
Si vous m'entendez, c'est que vous êtes en train de suivre le live Facebook de l'enregistrement de cette nouvelle émission de Des Ludes et des Plumes. Mais si vous m'entendez, c'est surtout parce que je sers de cache-écran. Alors un cache-écran, Kezako, eh bien en radio, c'est un élément sonore qui vient littéralement masquer un autre élément sonore. Un exemple, vous écoutez votre station préférée et d'un coup vous entendez une pub pour le commerce juste en bas de chez vous. Alors peut-être que vous, ça vous intéresse, mais pas forcément l'auditeur d'une autre ville, d'un autre département ou d'une autre région. Eux, à la place, ils entendront une chanson. C'est ce qu'on fait ce soir, mais dans l'autre sens. Quand vous écouterez l'émission à la radio, à la place de ma voix, vous aurez une chanson. Mais ce soir, pour des raisons de droit d'auteur et pour ne pas que Facebook nous coupe la vidéo en direct, eh bien, il y a ce cache-écran qui sert quand même à vous fournir quelques informations. Par exemple, là, je peux vous dire que dans quelques secondes, l'émission va reprendre avec l'interview de notre invité. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions en direct sur le live Facebook et nous, on se fera un plaisir de les transmettre à notre invité et de les lire à l'antenne. Allez, ça repart dans 3, 2, 1. C'était Kokomo par les Beach Boys. Des luttes et des plumes, chaque deuxième et quatrième lundi du mois, 20h, 22h, c'est 2 émissions pour le prix d'une. Une première émission inédite à la radio sur Plume FM 102.1 et www.plumefm.net. Une deuxième émission enregistrée en direct à retrouver en live sur Facebook. Toujours dans Des Luttes et des Plumes, on vient de passer la première pause musicale. Ça fait déjà un quart d'émission de passé. Mais par contre, on va se consoler en se disant que après la première chanson, c'est le moment où on se tourne vers notre invité. Alors notre invité, nos invités ce soir, puisque vous êtes 2. Et vous êtes venus nous parler un petit peu de toute la région. Comment on dit la région? La région la plus importante, le nombril du monde. Le nombril du monde. Le nombril du monde ludique, le NBL. Le NBL, tout à fait. Et là-bas, il y a une association qui s'appelle l'association des corsaires ludiques. Exact. Qui fait partie, alors on retrouve un petit peu l'esprit de la mer, parce que ça fait partie d'une entité un petit peu tentaculaire. C'est une des tentacules de cette entité qui est les corsaires malouins, c'est ça? Les corsaires malouins, c'est la plus ancienne association de Saint-Malo. Elle a plus de 100 ans. On a fêté les 100 ans il y a 2 ans, donc elle a 102 ans. Ouais, c'est ça. Et du coup, pour ceux qui connaissent Saint-Malo, donc, je sais pas pourquoi je dis ça en fait. Il y a plusieurs sections, donc, et il y a la section corsaire ludique. Donc il y a section théâtre, danse, non, il y a plus de danse. Kayak de mer. Kayak de mer, maquettiste, modélisme naval. Et la section la plus jeune, le corsaire ludique. Donc ça touche quand même à beaucoup de domaines, on va dire, parce que tu parlais du domaine culturel, que ce soit la danse, que ce soit le théâtre, et aussi sportif. Qu'est-ce qui fait qu'on peut s'intégrer en fait à l'association des corsaires malouins? Qu'est-ce qu'elle gère à la base? Qu'est-ce qu'elle gère à la base? Ouais, c'est-à-dire, à quoi sert l'association, cette entité mère? Ce vaisseau mère? Ouais, à Saint-Malo, une entité mère, ça paraît logique, c'est vrai. Mais elle sert à quoi? Elle sert à quoi? À la vie sociale? La vie sociale, évidemment. C'est très important. C'est tellement évident que ça ne me vient pas à l'esprit. C'était une association laïque au début, et qui était même tenue par des moines. En fait, c'était une asso qui était tenue par des moines au début, qui est devenue laïque après. Ouais, parce que j'allais dire, c'est ça aussi. Le déroulement est un peu chelou. C'est un peu chelou. Très bien, merci de remettre les choses dans l'ordre. Donc c'est ça. Et du coup, il y a eu par le passé, il y avait un peu plus d'activités sportives. Mais maintenant, il y a environ 340 adhérents et avec des activités très variées. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est pour ça qu'on va créer ce dont on va en parler après plus tard, oui. La fête des corsaires en juin, le 29 juin. C'est un événement qui va utiliser l'énergie de chaque section. On voulait créer un événement fédérateur. Souvent dans les associations comme ça où il y a plein d'activités, les gens ne connaissent pas forcément ceux qui œuvrent dans d'autres sections parce qu'ils ne font pas les choses le même jour, au même endroit, ils ont des activités différentes. C'est ça justement, quand tu dis qu'il y a 300 personnes en tout, on imagine réparties un petit peu dans toutes les associations, un peu partout. Et on fait partie de la même chose, comme tu le disais, pour promouvoir un petit peu la vie sociale. Et pourtant, on ne se connaît pas. Et si ça se trouve, il y a peut-être même des gens qui font partie de plusieurs associations tirées de plusieurs sections. Plusieurs sections. Et c'est prévu d'ailleurs, parce qu'en fait, sur les cotisations que les gens payent, s'ils adhèrent à une autre section, il y a une partie commune qui ne repaye pas une deuxième fois. D'accord. C'est un peu pour aider à gens. Mais on n'a pas beaucoup de gens qui sont multi-sections. Non, il n'y a pas beaucoup de
multicasquette en fait. Hein. Non. Il n'y a pas de passerelle entre le maquettisme et le jeu, par exemple? Ça semble. Eh ben, pas trop, non. Alors, on leur a demandé si on pouvait se servir de leur maquette pour faire des jeux. C'est Roberto Fraga, ça m'aide non, pas. non, mais par contre, quand on dit maquette, c'est pas des. C'est des gens qui sont assez anciens, qui ont une expérience terrible du maquettisme, mais c'est pas des maquettes LR en plastique avec la colle UStick. C'est des maquettes en bois, des vraies maquettes en bois où ils reproduisent des maquettes de navires corsaires, de bateaux plus récents, de navires de pêche, mais ils coupent les bordées à la main, ils les chauffent pour leur donner la forme, ils font exactement le même travail que faisaient les charpentiers de marine sous Colbert, mais en version miniature. Et ils vont rechercher aussi le côté historique, d'aller chercher des informations, des plans pour avoir des infos sur les bateaux. Il y a une valeur scientifique presque à leur travail, quoi. Pour la reconstruction, pour retrouver un petit peu les méthodes qui ont été faites. Bien sûr, mais ils sont toujours en train de chercher des cartes Maya, ils sont sur une frégate, je ne sais plus laquelle, et du coup ils cherchent les plans, il y a un travail de recherche avant, c'est pas simplement dire on va faire une maquette. Les plans de tous les bateaux ne sont pas forcément disponibles partout, donc il faut les trouver. Donc c'est ça qui est intéressant, il y a le travail de recherche, après il y a la maquette elle-même, après bon, ils les exposent, mais le truc qui est un petit peu triste, c'est que c'est quand même une activité qui intéresse de moins en moins les jeunes, parce que les jeunes ils sont beaucoup dans l'instant, ils veulent des choses rapides. Quand on leur dit que dans 3 ans on aura peut-être fini la maquette, du coup ça. Mais ça leur semble trop loin. Mais c'est les œuvres d'art en fait, c'est ça. Oui, d'ailleurs elles finissent dans les musées parfois. Bien sûr. Il y en a une qui est dans la cathédrale de Saint-Malo. Voilà. Ah, c'est suspendu. Ouais. Ah oui, exactement. Et alors du coup, quand on veut créer une association, là vous êtes avec les Corsaires ludiques, pourquoi est-ce qu'on a envie de se rattacher à cette entité? Pourquoi on ne se dirait pas qu'on ferait une association complètement indépendante? C'est parce que quand on a eu envie de créer cette activité il y a 17 ans, on voulait bénéficier un peu il faut le dire, des facilités d'accès au matériel municipal, et c'était plus facile d'y aller via une association qui était déjà implantée et bien connue que d'arriver en disant nous on est le Corsaire ludique, on est les petits nouveaux, on va tout casser, etc. Et puis je connaissais des gens dans cette association, donc ça nous paraissait logique, et on est plutôt pour. Il y a beaucoup de gens souvent qui arrivent quelque part, ils créent une association immédiatement sans savoir si autre chose quelque chose similaire, aussi, et du coup on se retrouve des fois avec plein de gens qui font la même chose. Bon là c'était pas le cas, il n'y avait pas d'association de jeu, mais nous dans l'esprit on aime bien l'idée d'être dans un groupe, de faire partie d'un ensemble, parce que d'abord c'est parce qu'on va aussi voir des gens, c'est aussi le but du truc, et puis la rencontre, et aussi je trouvais ça enrichissant d'être dans une assoce où il y a pas mal d'activités complètement différentes. C'était intéressant. Donc, quand on fait les réunions comité directeur tous les mois, c'est rigolo parce que chacun raconte ce qu'il a fait, à son rythme, etc. Et on a des souvenirs. Enfin bon, bref. Et donc c'est super enrichissant. Et quand on crée une association ludique, parce que forcément donc, on va vers une association qui parle de quelque chose qui nous tient à cœur ou qu'on aime, mais est-ce que du coup, alors là je vais me tourner un petit peu vers toi, est-ce que quand on a une association ludique dans laquelle il y a Roberto Fraga, c'est pas un petit peu triché? Parce que forcément, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui viennent, qui adhèrent et qui veulent pour un petit peu le côté notoriété? Ben non, pas trop. Non. Il y a pas de. On se dit que il vaut mieux aller dans une association où il y a Roberto que celle où il y a Yann par exemple. Il n'y a pas de fans ni de femmes en furie. Ouais, on n'a pas de gens qui arrivent en courant en criant Roberto. En jetant la culotte. Alors déjà parce que Roberto il n'est pas tout le temps là. Parce que Roberto il va dans le salon, il va un peu partout et du coup il n'est pas tout le temps là. Donc forcément ça enlève les groupes qui sont déçus si elles arrivent pour Roberto. Donc il vaut mieux se faire à l'idée que. C'est pas l'objectif en fait. Non. Tu sais, moi j'aime bien l'idée de quand je me déplace en tant que Roberto Fraga, ok, mais je le fais pour promouvoir les jeux. Mais même si dans l'association, quand je montre souvent des jeux, j'explique souvent les miens. Parce que, mais il va pas les dire que c'est lui, l'auteur du jeu. Ouais, je vais pas le dire parce que c'est pas. Non, c'est pas le but. Oui, voilà. Là, dans la sauce, on est là pour faire découvrir des choses aux gens, et voilà. Si après ils posent une question, ok, on leur répond. Est-ce qu'à l'inverse, on n'est pas déçu justement d'avoir Roberto Fraga dans l'association parce que visiblement il vient qu'une fois par an quand il y a le dîner qui est offert, et puis alors pour se taper les âgés, les trucs comme ça, il est jamais là. Ah non, du coup il est là pour les âgés. Ah donc raison en plus. Parce qu'elle tombe aussi au moment où c'est une période de l'année où c'est peut-être plus facile aussi. Ah, nana.
Mais ça nous aide aussi à avoir des jeux, certains jeux en version géante. On emprunte un peu du matériel Fragames, on va dire. Ouais, après, quand tu connais l'éditeur et que l'éditeur te connaisse et qu'il t'apprécie, on a un peu plus de facilité à avoir des fois même des jeux gratuits, des choses, etc. Et quand les gens t'aiment bien, c'est dans... mais ça, c'est un peu partout, c'est le contact humain aussi qui prime, plus que, comme tu disais, que la notoriété ou autre chose. C'est le rapport que tu as avec les autres. Mais peut-être que ça a pu vous aider, parce que là, le prochain projet, on va dire, par rapport à votre association, c'est que vous allez lancer un festival au mois de mai, votre première édition. Et peut-être que ça, justement, ce côté relationnel a pu aider à mettre en place ce projet. Il a surtout aidé pour... en fait, tu sais, quand on organise un festival, il faut des sous aussi. Et du coup, quand on n'a pas de subvention, il faut bien trouver, à part des galettes et des t-shirts et des choses comme ça. Donc j'ai contacté les éditeurs pour proposer des tables de jeu pendant le week-end, animées. Et donc ça se fait régulièrement sur certains festivals. Tout à fait. Ils ont tous des formules un peu différentes, mais nous on a choisi celle-là. Et du coup, une grande partie du financement du festival vient des tables éditeurs. Et c'est vrai que quand tu dis voilà, c'est Roberto, le Corsaire Ludique, on organise un truc, c'est vrai que ça a aidé un peu, ça a aidé. Et on n'a pas eu trop de mal parce qu'ils ont confiance. Oui, vous n'êtes pas des nouveau-nés là-dedans, vous avez déjà pas mal d'activités à votre palmarès. Mais le truc, ce qui se passe, c'est quand les gens ont trop confiance en toi, après il y a une pression énorme. Après, il faut assurer, il ne suffit pas de dire ok, mais on a l'habitude. En fait, on a l'habitude, on organise des trucs un peu de malade un peu tous les ans. On ne va pas te parler de tout, sinon on va te passer la nuit. Mais on organise les rencontres du Corsaire Ludique l'été, où c'est une semaine de fou pour 200 personnes dans un pays souvent à l'étranger. Donc du coup, là, un festival sur 2 jours, quelque part... en charge de travail par rapport à ce que vous avez l'habitude de fournir, ça vous semble peut-être un peu moins. Il y a une partie qui est expliquer des jeux à des tables, cette partie-là est simple, même s'il y a des petites choses Corsaire Ludique qui vont venir se greffer par-dessus, parce qu'on ne sait pas faire autrement. Donc forcément, il va y avoir des trucs qui vont sortir un peu de l'ordinaire, mais il y a une partie qui est plus simple, on va dire. Pour nous, tout ce qu'on fait dans l'année, les après-midi jeux, tout ça, c'est presque simple par rapport à ce qu'on pourrait faire pendant les rencontres du Corsaire Ludique. Oui, j'imagine. Et là, vous avez commencé à préparer le festival. Combien de temps en amont? On a l'idée, on a eu en octobre, je crois, ou en septembre. Alors, il y avait déjà un peu de... En fait, ce qui s'est passé, c'est que là, la ville où ça va avoir lieu, Saint-Pierre-Marc-en-Poulet, on a fait, au départ, on est rentré par une petite porte. En fait, il y a un des membres de notre asso qui fait partie de la bibliothèque locale et qui animait un peu la bibliothèque locale et qui voulait monter une petite ludo dans cette bibliothèque-là. Et du coup, on est venu faire 2 après-midi jeux dans la petite bibliothèque. Donc ça, c'était au début. Après, on a fait une animation dans la salle polyvalente communale, dans la petite partie de la salle polyvalente. Et il y a eu une autre fois où on a fait une animation même dimanche après-midi, dans la grande partie de la salle polyvalente. Et ça a aidé. Alors, ils avaient monté leur petite ludo et tout ça, mais du coup, eux, ils sont partenaires avec nous. La ville de Saint-Pierre-Marc-en-Poulet nous aide aussi là-dessus, parce qu'ils ont vu ce qu'on pouvait faire. De fournir et qu'il y avait un appel, enfin un public. Il y avait des gens. Les élus ont tout de suite été réceptifs à vos propositions. Oui, on a la chance que le maire de ce village, dont il faut rappeler le nom quand même, parce que Saint-Pierre-Marc-en-Poulet, c'est quand même pas mal. Tu le disais avant l'émission et je pensais que c'était une blague. Ouais. Du coup, il organise déjà pas mal d'événements, puisque dans la commune, il y a un ancien fort qui s'appelle le Fort Saint-Père, où on organise notamment la route du Roc. Ouais. Et à Saint-Malo, pas loin, donc tout ça, ça fait partie de l'agglomération de Saint-Malo. En fait, les gens quand disent la route du Roc c'est à Saint-Malo, en fait la route du Roc c'est à Saint-Pierre-Marc-en-Poulet. Donc c'est ce qu'on veut retenir aussi pour nous dans plusieurs années, quand on sera un festival de renommée internationale, dans pas si longtemps en fait. Et du coup, on l'a appelé la route du jeu. D'un côté, il y a la route du Roc, la route du Rhum, la route du jeu. Donc ça paraissait logique. Mais ce qu'on veut faire, c'est un festival de jeux, mais on veut toujours qu'il y ait la marque de fabrique Corsaire Ludique. On ne veut pas faire les choses comme tout le monde. L'idée le Corsaire Ludique, c'est une association, on présente des jeux, etc. Mais avec un petit truc
en plus, parce que sinon, si on fait tout le temps les mêmes choses, ok, on fait un festival où on va montrer des jeux. Ouais, c'est génial, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre? Non, mais c'est ça, on l'a déjà vu. Donc il faut. C'est un en plus. Ouais, il faut pouvoir vous démarquer. On veut se démarquer, comme dans tout ce qu'on organise. Et parce avec la mairie, on fait pas mal d'activités. Et ils nous aiment bien pour ça, et aussi parce qu'on n'est pas cher non plus, c'est ça. C'est peut-être plus pour ça. Non, ils nous aiment bien parce qu'on a des idées originales, on fait des choses bien. Et donc là, oui. Et donc dans le cadre du festival, du coup, il y aura la partie bien sûr classique, jeu, mais on va faire des animations régulières à des moments précis pour un peu casser les rythmes un peu. Il ne faut pas que ce soit tout le temps des gens qui jouent assis à des tables. De temps en temps, il va y avoir des événements qui vont un peu. On va pas. Tout le monde va se lever en hurlant, non. Mais il va y avoir des choses. Mais des temps plus forts en fait. Des temps plus forts, et notamment certains qui vont. Une marque de fabrique. Oui, comme par exemple une troupe de danseurs de Bollywood qui débarque en navette spatiale, par exemple. En fait, effectivement, on peut le dire, il y a rien de secret. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'il va y avoir des animations qui vont se passer à l'extérieur, 2 types d'animations principales. Oui, la soucoupe volante, c'est vrai. Mais là, on n'aura pas la soucoupe volante parce qu'elle est en réparation. C'est la vidange. Et du coup, on va avoir 2 types d'animations. Toutes les demi-heures à peu près, on va avoir un groupe qui va arriver déguisé en corsaire par exemple. Ils vont prendre les gens qui veulent participer à l'animation et on va faire dehors une animation avec une sorte de tutu. Vous savez ce que c'est un tutu pour la danse? Oui. C'est un bateau corsaire tutu en fait. Parce que c'est une sorte de bateau corsaire en carton. Il y a un trou, on se met dedans. C'est un carton. Et on se met dedans et ensuite on attaché au niveau de la taille. Au niveau de la taille, et c'est un genre de Looney Quest géant. J'ai vu un mec déguisé en voiture d'essai une fois comme ça. Non, mais en fait, et c'est là où il y a le lien avec les activités de l'été, le Corsair Ludique. Tous les ans, on crée des animations nouvelles pour chaque année, les rencontres du Corsair Ludique. Et il y a 2 ans, on avait fait un thème Star Trek, on avait fait un Looney Quest géant mais on va pas tout raconter, sinon ça peut durer longtemps. Et où on a 2 heures. D'accord, ok. Je leur dis comment c'est. Parce qu'il faut vous imaginer comment c'est. Tout le monde connaît Looney Quest. Oui. Alors, pour les auditeurs, on resitue. Looney Quest, c'est un jeu qui est inspiré des jeux mobiles où on a un décor, on a une feuille transparente devant soi avec un crayon, et sur le décor, on doit tracer un trait en fait, en l'estimant à peu près, pour essayer de récupérer des bonus en évitant les malus. Oui, le trait représente le chemin que ça fait. C'est ça. Et après, on pose notre feuille sur le fameux décor et on regarde si on a bien visualisé dans l'espace. C'est ça. Donc, imaginez, il y a 2 ans, thème des rencontres du Corsair Ludique, Star Trek, Star Wars, Galactica. Donc, pour ceux qui ont vu Battlestar Galactica, dans Battlestar Galactica, il y a des chasseurs rapides qui s'appellent les Vipers, qui sont catapultés un peu comme n'importe avion, ils sortent par les rampes. Et nous, on voulait que pendant le séjour, de temps en temps, dans le lycée, on avait loué un lycée ultramoderne à Montpellier qui a vraiment une forme de vaisseau spatial, et de temps en temps, il y a des alertes qui sont diffusées par la radio du bord. Attention, sortez les Vipers, et l'équipage qui était de service à ce moment-là, si par exemple toi tu étais dans l'équipe Alpha, il y avait 5 pilotes dans ton équipe, un leader et 4 ailiers, ils devaient vite s'équiper, prendre chacun une aile un Viper imprimé sur une aile en carton qui fait 2 mètres par 2 mètres, avec un trou au milieu, ça s'appelait des tutu Viper. Tu mettais un casque, une passoire sur la tête et des lunettes, et ensuite ils sortaient tous en file, comme des canards là, sur le lac, et ils arrivaient sur le terrain de hand qui était à côté. Et qu'est-ce qu'ils font sur le terrain de hand? La danse des canards justement? Bah non. En fait, il y a un organisateur qui leur montrait un plan du terrain de hand sur lequel il y avait 5 points verts et 5 points rouges. Ils devaient mémoriser le plan, et ensuite, le premier pilote partait, il faisait un parcours sur le terrain de hand, c'était filmé par un drone en stationnaire. Et le soir au montage, Sébastien a intercalé l'image du drone et le plan. Superposer le plan. Et envoyé à l'écran. C'était génial. En plus, il a rajouté une musique de jeu vidéo. Avec les noms des pilotes. Alors, pilote Pauline, et on voit qu'à chaque fois qu'il est passé sur un point vert, +1, un point rouge, -1. Donc ça, c'était l'unique position. Et ça, c'était extraordinaire. C'est vraiment génial. Et du coup, on va refaire ça pour la fête du jeu. Ce sera une des animations où là, c'est un bateau corsaire qui sera dans une zone précise. Mais là, on va améliorer le truc où il y aura carrément un programme, enfin un truc qui va permettre de le faire en direct. Ça veut dire le gars, imagine, il est devant son écran d'ordi et il a le plan à l'écran et il guide son coéquipier qui est là, qui voit rien, qui dit, parce qu'à l'écran, lui, il voit les bateaux pirates à éviter et il voit les îles de trésor où aller. Et en plus, il y aura un bateau pirate qui va bouger en même temps sur l'écran. Et donc, il va dire, mais non, mais je t'ai dit à droite, mais non, à droite, j'ai dit. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, ça risque d'être spectaculaire. Ça, on va le faire là. Et on va le faire aussi, ça va être un test, on va le faire aussi pour la fête des Corsaires le 29 juin. Donc il y aura ça, il y aura une autre animation du lancer de poulet aussi, puisque c'est un marque en poulet, on va maximiser sur le poulet, ce qu'on avait pris. Et après, on va faire des danses Bollywood, comme tu le disais. Il y aura des battles de dessin avec Bonnie qui sera là, des choses dans le genre. Les poulets ne seront pas maltraités? En fait, c'est des poulets qu'on a développés. Non, c'est des poulets qui viennent du Burundi.
Et qu'on a. Non, j'ai des bêtises. J'arrête, j'allais dire des bêtises. Non, c'est des poulets en plastique qui viennent d'un jeu allemand. Curieusement, c'est bizarre que c'est du fun allemand, mais en fait, c'est des poulets en plastique collants. Collants. Ouais, c'est du caoutchouc et quand on les lance, ils sont assez élastiques. On arrive à les lancer et ils collent sur une cible. Mais ils sont plumés. Est-ce que les festivaliers qui viendront donc sur la route du jeu vont pas un petit peu payer les pots cassés pour les animations du corsaire ludique? Alors on t'avait dit qu'il fallait raboter les bords, tu vois, il saigne, il a mal, non. Alors le bateau ne mettra pas des vrais boulets de canon ou alors non, parce que des sabres. On les a testés avant sur les gens qui viennent il y a en corsaire ludique, ça s'est fait dans l'autre sens. Oui. Non, tout est. Parce que là, on fait les foufous, mais tout est ultra sécurisé, ne vous inquiétez pas. On fait un peu comme ça. On teste les choses avant nous-mêmes déjà. Alors, vous n'êtes plus que 2. Et notamment, et donc les danses qu'on fera de temps en temps, c'est pour un peu, parce que vous savez qu'on est assis pendant assez longtemps, la circulation sanguine, il faut l'activer un petit peu. Donc on propose aux gens à telle heure, de faire un par demi-journée, une danse Bollywood, une danse corsaire, puisqu'on va aussi faire une danse corsaire pour le mois de juin, là on vient toujours, il y a des liens. Et les gens qui gagnent, qu'on amène faire ces épreuves-là, le lancer de poulet et le tutu corsaire, ça faudra qu'on trouve un autre nom, c'est pas terrible. Du coup, ils gagnent des pièces, des malots d'or, qui sont des pièces d'or en plastique, qui seront, c'est ce qu'ils gagneront également le 29 juin. Comme ça, s'ils arrivent avec leurs pièces, ils auront des pièces d'avance par rapport à celles qu'ils ont gagnées. Tout a été étudié, on a vraiment un conseil de quoi? Un conseil de place. Et ils vont gagner quoi avec leurs pièces, leur malot d'or? Après, le 29 juin, il y aura environ une centaine de jeux à gagner. En fait, on va faire gagner 50 personnes. Et ceux qui auront le plus de pièces gagneront des jeux. D'ailleurs, on va raconter après, on va faire fabriquer par Blue Orange, qui est notre partenaire sur l'événement, enfin l'un d'eux, il va nous fabriquer 30 000 pièces d'or en plastique. Du coup, on a prévu de recouvrir Seb avec des... Hop, je vais pas le dire. Ah ouais, la piscine, vous avez fait la piscine à la Picsou, là. Ah bah ça y est, j'ai lâché le truc. Franchement. Ah, quelle pub. Alors, les dates pour ce fameux festival, donc on sait que c'est au mois de mai, mais les dates exactes, c'est quand? Ça se passe les samedis 11 et dimanche 12 mai, sachant que les samedis 11, ce sera de 14h à 18h, mais le soir, pour ceux qui veulent, à partir de 18h, il y aura une soirée VIP, où en payant la modique somme de 20 euros, je crois que c'est 20 euros. Ils auront le repas, l'apéro, et même une soirée musicale avec un petit concert, une animation corsaire ludique intense, un genre de condensé de ce qu'on fait en une semaine mais sur une heure. Ce sera un peu les rencontres du corsaire ludique mais en version ça risque d'être en accéléré. Et après, soirée jeu jusqu'au bout de la nuit pour ceux qui veulent. On trouvait ça sympa de créer une soirée un peu spéciale avec des événements particuliers, où on se sent un peu privilégié d'être là. Et il y a un coût pour. Il y a un billet d'entrée ou c'est gratuit par contre pour le reste de la journée? Le reste de la journée, le festival en lui-même est gratuit. Il y a juste la soirée VIP. Juste le côté VIP là, d'accord. Tout le reste est gratuit. Ok. Et quand on fait ce genre de manifestation, là on va faire une grosse. On l'a compris, en plus des jeux, il va y avoir une grosse ambiance à côté. Est-ce que pour les gens qui vont découvrir, les gens du coin qui vont découvrir, on va dire, un festival de jeux, est-ce que vous n'avez pas peur que ça puisse les effrayer un petit peu? Si. Non mais pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu me casses mon truc là? Non mais je réfléchis toujours. Mais de toute façon, mais si, viens voir, tu vois, c'est des jeux, ça va rien te faire et là, allez, alors, sauf qu'il y aura quand même cette partie-là. Oui. Chacun a le choix de. Oui, on n'est pas obligé de participer. Et alors, maintenant, à nouveau, puisque vous avez la capacité de faire ce genre de choses et que vous avez le matériel maintenant, les connaissances et que les jeux existent, est-ce que vous vous êtes pas dit, en plus des jeux sur table, est-ce que l'asso pourrait pas proposer ce genre de prestations sur d'autres salons ou ailleurs en France, faire une plus-value où on dit tiens, et en plus il y a des animations du corsaire ludique? Tout est possible, tu sais, sauf que on ne sait pas, on n'a pas encore, on sait pas comment se cloner le jour où... c'est ça, c'est le manque de temps. Alors, ça arrive quand même qu'on se déplace pour faire des animations. On avait fait des choses à Sainte-Luce-sur-Loire, par exemple la ludothèque de Sainte-Luce-sur-Loire qui nous avait contacté pour faire des prestats, ce genre de choses. Ça arrive, on avait projeté du papier toilette sur la foule. Parce qu'on a dans le matériel corsaire ludique, le genre de matériel un petit peu improbable, on a un projecteur de papier toilette.
faut imaginer un souffleur de feuilles de jardin, vous savez, qui n'a jamais servi à souffler les feuilles d'ailleurs, avec une batterie dorsale. Et sur ce souffleur, il y a un embout spécial pour mettre un rouleau de papier toilette, mais un gros rouleau, pas un petit. Et avec le souffle, ça projette le truc à combien? Au moins 20 mètres. Donc c'est du Ghostbusters des toilettes en fait. J'ai une question, moi. Il sort déroulé comme pas un confetti, mais comment on appelle ça? Il se déroule un serpentin. Ouais, c'est ça. C'est comme un serpentin. C'est pas le rouleau dans pleine tête. Le rouleau en pleine tête. On avait testé des serpentins géants. Et en fait, l'idée est venue au carnaval de Nice. Non, même pas. L'idée est venue pendant les rencontres du Corsair. Ah, exact, t'as raison, ouais, c'est vrai. Mais là, ça va devenir compliqué. Ça va devenir compliqué, ouais. C'est quelqu'un qui a vu un clip à la télé où il se passait ça, en fait. Et il est venu nous voir, il dit j'ai vu un truc trop bien. Et un quart d'heure après, on le testait. Et dans le dos, c'est un chargeur à. C'est une batterie dorsale. En fait, c'est un souffleur de feuilles normal. Et du coup, il y a des versions mobiles. Celui-là, il est autonome, celui-là. D'accord. Parce qu'on en a deux, on a un fixe, donc on peut faire des batailles de. Justement, pendant les 100 ans de l'association, il y a 2 ans, on avait investi une chapelle, une très belle chapelle intramuros, et on avait invité les élus à l'apéro quand même, puisque c'est quand même l'association. Et du coup, pendant l'apéro, on voulait faire un truc original, et il y a une sorte de balcon dans la chapelle où on est arrivé déguisé en extraterrestre en vert et on a projeté du papier toilette. Et je ne sais pas s'ils ont trop compris, ça s'est passé rapidement, une intervention rapide. Puis quand on s'est changé, on s'est habillé normalement, on est descendu et il y en a qui m'ont dit c'était quoi ça? J'ai dit je crois que c'était une grève des techniciens de surface, ils devaient être au bout du rouleau ou un truc comme ça. Je ne sais pas s'ils ont bien saisi. S'ils ont pu aller. J'aime bien parce que ça n'a strictement rien à voir avec l'événement ni quoi que ce soit. C'est ça qui est bien, c'est de faire un truc. On ne sait pas pourquoi. Et tout d'un coup, il passe comme ça. C'est de casser le rythme en fait, de casser un petit peu les habitudes. Ouais, nous on adore l'absurde. C'est ça, l'absurde. On arrive un peu là où on nous attend pas en général. C'est mon petit Python un peu dans l'idée. Bah oui, on est fan de Monty Python tous les deux. Et il y a plein de choses qui pourraient s'apparenter un peu à ça dans tout ce qu'on organise, c'est vrai. Ouais. Est-ce que le but premier, en vrai, est-ce que c'est de vous faire plaisir ou est-ce que c'est de faire plaisir aux gens? Parce que je pense que vous devez prendre un certain plaisir. Ceux qui participent, qui acceptent de participer, ils prennent plaisir aussi. Enfin, moi, rien que à l'entendre raconter, je m'imagine dans ces situations-là et je pense que ça me ferait vraiment, vraiment délirer. Est-ce que c'est vraiment dans un souci? Est-ce que vous pensez d'abord à vous en fait ou d'abord aux autres? Je te laisse répondre. Je pense que c'est les autres et nous on prend du plaisir à préparer parce qu'on imagine comment ça va être après. En fait, il faut imaginer que, par exemple, pour en revenir au truc de l'été, c'est 100 fois ce qu'on fait pour le festival. Et du coup, ça prend une énergie terrible. Quand on arrive, on est fatigué, mais au final, le but c'est qu'on se sert on contamine les gens, mais après on se sert de l'énergie qu'ils ont positive, ils ont dégagé, et nous ça nous booste toute l'année. En fait, on est des petits malins, tu vois. En fait, Non, mais je comprends tout à fait le côté qu'on récupère en fait l'énergie que l'autre déploie. Enfin, moi, il y a des gens qui trouvent ça bizarre, mais quand je peux prendre plaisir à revoir un film qui m'a plu avec quelqu'un qui ne le connaît pas, bien que je sache tout, mais juste parce que ses réactions en fait vont m'apporter, s'il réagit comme je l'attends au bon moment, s'il est content, enfin ça m'apporte des choses. Donc je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Je vais te dire un secret d'ailleurs, si tu veux. Vas-y. D'accord. En fait, quand je me suis aperçu depuis plusieurs années que j'ai plus de plaisir. Je suis super content quand je publie des jeux, etc. parce que c'est mon truc. Mais au final, la satisfaction est plus importante quand on organise surtout le truc de l'été et que d'avoir signé des contrats. Pourtant, c'est du bénévolat, on fait ça pour les autres. Mais on a une récompense tellement incroyable, on est boosté pour toute l'année. C'est ça, une chaleur humaine. D'ailleurs, et on le voit quand on raconte les choses, personne ne comprend rien parce que c'est inracontable. C'est à vivre en fait. C'est vraiment à vivre. Ce qu'on veut faire, on va faire des choses qui ne rentrent pas dans les cases. On veut que le monde il avance en créant des nouvelles cases. Parce que sinon, si on fait tout le temps la même chose, c'est un peu triste. Et il y a aussi que dans ce qu'on organise l'été, par exemple, chacun a un peu son domaine. Et du coup, chacun a sa part d'impro. Et du coup, ça peut partir dans pas mal de sens. Et il y a une émulsion qui se crée. Il y en a un qui va avoir une idée. Et même sur place, on va encore inventer des choses, en fait. Il y a ce côté-là qui est sympa, côté organisation. Parce que pour l'avoir fait, les rencontres du Corsair Ludique de l'autre côté, j'ai fait une année en tant que participant.
Mais du coup, il y a des trucs, je me disais, ah, j'aurais fait ça, moi. Ouais, j'aurais. Et je savais que j'allais passer de l'autre côté, du coup, il y a des petits trucs, on se dit, ah, ça, j'aurais fait. Et vous gardez quand même, parce qu'on imagine que ça doit être quand même bien chronométré et bien huilé pour que tout tourne. Vous gardez cette part d'impro, Oui, des fois, chacun a sa part vous aussi, d'impro. vous pouvez être surpris à dire qu'est-ce qui fait Et ça. il y a des fois où surtout on connaît les grandes lignes, mais on ne sait pas ce que va dire telle personne. Il n'y a pas de si je joue un personnage, les dialogues ne sont pas écrits, et il y a des fois où ça s'improvise. Je me souviens d'un moment où il y avait Nicolas qui devait mimer des choses, et au final, il n'a même pas mimé. Il a trouvé une autre idée qui était encore plus folle et qui était encore mieux. Donc là, en tout cas, on a bien compris effectivement le côté de ne pas avancer dans les cases, de vouloir créer ces nouvelles cases, puisque par ce festival que vous faites, la route du jeu, donc le 11 et 12 mai, à Saint-Malo, enfin à côté de Saint-Malo, hein, où exactement? Dans la salle polyvalente de Saint-Père-Marc-en-Poulet. C'est ça, donc là, on a vu que ça allait être un festival qui n'était pas forcément comme les autres. Et il y a d'autres personnes qui peut-être n'avancent pas dans les cases, en tout cas on va voir, parce qu'on a quelqu'un qui est chargé de récupérer le courrier des auditeurs et de voir un petit peu ce que les gens nous écrivent. Et oui, chers amis, chers invités, chers auditeurs, chers internautes, ce soir, enfin, après de longues semaines d'absence, le grand retour tant attendu de la rubrique Le courrier des auditeurs. Alors, on commence avec une première lettre de Romain de Dinard dans les Yvelines qui se demande justement pourquoi il n'y a pas eu de courrier des auditeurs depuis 2 émissions. Est-ce que le virus que Damien s'est chopé pendant l'émission avec Manu Leroux en invité a fini par avoir raison de lui? Alors bien non Romain, malheureusement ma santé est au beau fixe. Non, ce n'est pas donc pour des raisons médicales que les courriers des auditeurs ont sauté, ce n'est pas non plus pour des raisons techniques, puisque cette rubrique a toute sa place dans l'émission. C'est tout simplement parce que nos invités des 2 dernières émissions n'étaient pas terribles, tel point qu'aucun auditeur n'a pris la peine de leur écrire. Alors oui, bon, si on regarde le détail de la courbe d'audience, on voit qu'il y a eu un léger regain d'intérêt quand Cédric de Sortilège Van a failli nous claquer dans les pattes. Mais à part ça, c'est à peu près tout ce qui nous sauve de l'encéphalogramme plat. Mais vous savez, nous, dans des luttes, le vide, ça ne nous fait pas peur. On compose avec, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on garde Talmot. Mais on sait aussi déceler les talents derrière la peur du micro. Et quand on reçoit un mec comme Thomas Munier, son nom ne vous dit encore rien, mais nous, on se dit qu'on va lui donner sa chance. Et donc, c'est lui qui aura l'immense honneur, si tout va bien, de masteriser la prochaine saison de nos spéciales jeux de rôle. Mais ça, on en reparlera plus tard. Continuons le courrier des auditeurs avec quelques droits de réponse ici ou là sur des invités passés cet hiver dans l'émission. Fin 2018, on recevait Phil Viscaro qui nous a présenté son Quickstarter Hollywood Death Race. Alors, il nous parlait de ses projets à venir, notamment Dany, un jeu assez schizophrénique, puisque c'est le cas de le dire, on est dans le thème du jeu, la schizophrénie. Alors Martine de Villeurbanne dans la Meuse nous écrit ceci: je trouve scandaleux les a priori que vous pouvez avoir sur un jeu simplement à cause du thème. Ce n'est pas très pro de votre part. J'étais le mois dernier au festival des Jeux de Cannes et je peux vous dire qu'avec mes filles, on a adoré Dany, on a ri, on s'est amusé. Ce n'était pas du tout l'ambiance anxiogène que vous aviez décrite. C'est simple, mes jumelles n'ont pas arrêté de vouloir y jouer. La preuve, j'ai fait une vidéo où elles nous attendent directement à la table du jeu et elles nous invitent à les rejoindre pour une nouvelle partie. Écoutez, ça donne ça. Bonjour Dany. Viens jouer avec nous, Dany. Viens jouer avec nous, Dany. Oui, alors là, j'avoue, Martine, je me suis pas senti aussi détendu depuis que j'avais perdu mon bateau en papier dans les égouts et que c'est un clown avec un ballon rouge qui m'a proposé de lui rendre. Bref, j'ai un courriel d'un auditeur aussi qui voulait rétablir une vérité. On a passé un extrait sonore avec Manu Leroux, justement, qui nous dévoilait certaines mœurs peu recommandables, surtout pour un directeur de cinéma qui a que des enfants. Alors Gilbert, c'est notre auditeur, dit qu'il faut bien replacer les choses dans son contexte, puisque cette déclaration, Manu l'avait pas faite dans Des luttes et des plumes, la seule émission radioludique qu'on écoute jouer, c'est-à-dire nous. Il avait fait ça dans Dure lutte et des plumes, la seule émission radiolubrique qu'on écoute juter. Donc, je vous rassure, dit Manu, les gens confondent souvent les deux parce que le contenu est assez identique. Dans la première demi-heure, on jouit en direct. Ensuite, on interviewe un acteur du monde lubrique. Et après, on enchaîne les chroniques, présentation des jeux, le courrier des amateurs, etc. Alors, merci Gilbert pour ces précisions, on n'en demandait pas tant. Si je peux juste vous en demander un poil plus, si j'ose dire, est-ce qu'on pourrait avoir l'adresse de l'émission? Alors, c'est pas qu'on soit intéressé, mais c'est que de temps en temps, c'est vrai que les éditeurs nous envoient des jeux qu'on fait jouer à droite à gauche, histoire de pouvoir se faire un avis et d'en parler dans l'émission. Et je viens de me rendre compte que le truc qu'on a déposé la semaine dernière au Collège Sainte-Croix, en fait, c'est peut-être pas le nouveau totem de Jungle Speed. Il faudrait penser
à le renvoyer. Mais bon, venons-en à nos invités de ce soir. Hein. Tel l'alchimiste, son esprit malade s'est changé des concepts plombés en or. Et comme le héros de Paulo Coelho, il a beaucoup baroudé pour finalement trouver son bonheur pas très loin de son point de départ. Hein. Roberto est né dans une ville au nord de la région du Finistère en Espagne, et il vit aujourd'hui dans une ville au nord de la région du Finistère en Bretagne, un nom sans avoir fait carrière, entre autres, auprès du Finistère des comptes publics en tant que douanier. Alors, à ce propos, Annick d'Angoulême, dans le Calvados, voudrait que la vérité éclate enfin au grand jour. Elle nous écrit ceci: arrêtez, monsieur Fraga, arrêtez de nous faire croire que du jour au lendemain, vous avez quitté l'uniforme pour vivre de votre passion. Mais qui voulez-vous enfumer avec cette histoire pour Midinette, hein? Tout le monde sait que vous êtes encore fonctionnaire en mission pour dénicher les contrefaçons dans le monde du jeu. Alors Annick, si cet homme ici présent devait traquer la contrefaçon dans le monde ludique, je peux vous dire qu'il aurait mieux à faire que de passer 2 heures derrière nos micros. Et puis, n'oubliez pas que Roberto est à l'origine quand même des rencontres des corsaires ludiques, hein, avec Sébastien. Mais qu'est-ce qu'un corsaire, si ce n'est un mec qui part en bateau de Saint-Malo tous les matins pour aller racketter les vacanciers pour le compte d'un pays? Alors je vous accorde, Annick, que c'est aussi la définition d'un douanier, mais c'est également la définition du capitaine du bateau de la vedette qui fait faire le tour de la baie de Cancale et des îles anglo-normandes. Alors, dans ces cas-là, on enchaîne. On sait, Roberto, que vous avez pratiqué donc de nombreux métiers, hein, donc alchimiste, on le sait maintenant, douanier, corsaire, et même prophète, hein, mais pas chez nous, forcément, parce que chacun le sait, nul n'est prophète en son pays. Alors il y a quelques semaines, à ce micro, on comparait le monde du cinéma et le monde ludique, et on disait que vous étiez le Danny Boone du jeu de société, parce que chacune de vos idées est une pépite ludique que le public s'arrache, mais si vous pouvez revendiquer plusieurs demi-douzaines de jeux dans les 5 dernières années, édités, hein, il n'y a pas la moindre statuette, pas le moindre palme d'un festival en France à ramener à la maison. Alors, tel Danny Boone, eh bien, on peut vous voir errer en jogging fluo dans les allées de Cannes, de Parthenay, comme ça, le soir. Car en France, eh bien, nous sommes encore trop snobs pour reconnaître dans le cinéma comme dans le jeu la bonne humeur, l'humour, la comédie et les succès populaires comme des succès tout court. Un exemple, 2015, vous êtes nommé à Nuremberg et récompensé au Spiel avec Gare à la toile. Et qu'est-ce qu'on récompense, nous, en France? À quoi on remet des palmes? Eh bien, à Crazy Cups, la même année, un Bonneto pour mineurs, à Five Stripes, à un Nawalé en couleur, à Looney Quest, on l'a dit tout à l'heure, c'est quoi un dessiné c'est gagné pour mec bourré. Bon, en gros, rien du très classique en soi, mais que voulez-vous? Nous, on aime bien les jeux qui, une fois édités, vont finir directement sur Arte, en fait. Moi, quand je regarde Dernier As d'Or, par exemple, The Mind, bon, 11,90 € pour se regarder dans le blanc des yeux sans avoir rien à se dire. Moi, personnellement, hein, pour 2,90 €, c'est le prix de la boîte de cassoulet chez Leader Price. Venez à la maison, je vous le fais le même tous les soirs avec ma femme. Bref, pourtant, on sait qu'un bon artiste comique peut jouer tous les répertoires, hein, mais les éditeurs comme les producteurs souvent n'aiment pas trop sortir de leur zone de confort, hein. Je me souviens encore de Polaris, un jeu qui, rien qu'au titre, promettait de revivre À la poursuite d'Octobre Rouge ou Torpille sous l'Atlantique avec Robert Mitchum. Et puis d'un coup, ça devient Captain Sonar, et puis les gens se disent « Oh, ben c'est marrant, on va jouer à ça », et puis ça me fait penser aussi à d'autres jeux sortis en même temps, Dr Panic, Captain Sonar, Dr Microbe. Alors d'un coup, les gens se sont amusés, se disent « C'était un jeu super marrant », mais pas du tout, les gars. Et un peu de sérieux, quoi. Vous êtes dans un sous-marin, quoi. Il n'y a pas plus anxiogène comme univers. Je crois en fait que Roberto, comme tous les grands humoristes, Robin Williams, Bourvil, Christine Boutin, vous êtes au fond un grand angoissé. Je crois que le public français ne vous mérite pas, tout simplement. Je me demande si, pour obtenir enfin les palmes que vous méritez, il ne faudrait pas repartir dans le sud-est cette fois-ci, du côté de l'Italie, du côté de la Sicile. Là, je vois bien, sous le soleil plus clément, un ciel d'un bleu immaculé, et vous êtes comme dans un film, là, vous êtes un parrain local avec les auteurs ludiques qui défilent pour vous remettre leur récompense, car ils vous le doivent tout. Tiens, voilà Cyril Demeg qui s'approche. Bonjour Roberto, voici mon as d'or pour Unlock. Et j'ai eu l'idée du jeu quand j'ai vu que tu n'arrivais pas à rejoindre ta chambre à Essen. Tu étais perdu dans les allées l'année dernière. Et puis Michael Manzel qui fait Guten Tag Roberto, mein Spiel des Jahre. C'est toi qui m'as inspiré Andorre. Je pensais à toi à chaque fois que je me faisais contrôler par les douaniers quand je revenais d'Espagne et que j'achetais des paquets de cartouches de clopes détaxés à la douane. Et puis la caméra fait doucement un travelling arrière et on peut voir de partout cette longue file d'auteurs du monde entier venir jusqu'en Sicile pour vous rendre hommage. Un petit Américain s'approche. Oh Roberto, mon prix est pour toi. My price is for you en VO. Il y a 2 Japonais, il y a un Australien, il y a même un grand Italien chauve avec des petites lunettes rondes.
Roberto, voilà mes palmes. Enfin, version originale, ça donne une réplique qui est restée culte, qui fait Roberto, mio palmo, et générique. Salut, c'est encore la voix off de Deluxe. Bon, vous avez compris le principe, hein. Les chansons, on n'a pas le droit de les diffuser pendant le live Facebook pour des raisons de droit d'auteur, mais ne vous inquiétez pas, elles seront bien à leur place dans l'émission lors des différentes diffusions radio de cette émission de Deluxe et des plumes. D'ici là, moi je vais continuer à vous distribuer comme ça quelques informations utiles pour la suite de l'émission, ce qui va permettre à nos animateurs et nos invités de souffler un petit peu et de préparer la deuxième heure de Deluxe avec, comme d'habitude, vos rubriques que sont le coup de fil, les présentations de jeux, les présentations d'univers et la suite de l'interview de nos invités. Tout ça, vous pouvez aussi le commenter en direct sur le live Facebook et nous, on se fera un plaisir de transmettre vos questions, de les lire à l'antenne et pourquoi pas, si on peut, d'y répondre. Il faut bien qu'il y ait un avantage à ne pas avoir de chanson. On vous permet d'interagir dans l'émission en direct. Et puisqu'on parle du direct, je pense que tout le monde a largement fait sa pause et qu'il est temps de repartir dans l'émission dans 3, 2, 1. Et le dernier, c'est un Evergreen Book avec Sauvegarde. Non. C'est un bon film. On vient d'écouter Let Them Try de Eric Serra dans le Grand Bleu. Le week-end à la radio, c'est le marathon des luttes. Vendredi 14h sur Plume FM, 18h sur Radio D4B, 19h sur BLP Radio, le samedi soir sur Radio Goéland et le dimanche en fin d'après-midi sur Radio Évasion. Et avec tout ça, vous n'avez pas trouvé un moment pour nous écouter? Rendez-vous sur le site deluxe.com pour retrouver tous les podcasts DLDP. Le temps de finir le jingle. C'est bon, Damien? Ok, c'est bon. Alors, vous le savez, après la deuxième pause musicale de l'émission, il est maintenant temps de se tourner vers cet invité mystère, qui n'a pas la chance, lui, d'habiter en Bretagne et d'être assez près pour venir dans nos canapés, comme toi, Roberto, mais que nous, on trouve quand même suffisamment valable pour l'appeler. Et ce soir, c'est Marc Paquien qui est au téléphone. Marc qui est l'auteur du jeu L'île au trésor. Ça va, Marc? Oui, ce soir, c'est Roberto l'invité. Salut Marc. Salut Roberto. Bonsoir capitaine. Merci lieutenant. Ouais, effectivement, entre pirates ou corsaires, comme on disait, on se connaît, on voit ça. Le monde ludique est petit hein, quand même. C'est clair. Alors, toi Marc, tu viens de créer un jeu qui s'appelle L'île au trésor, qui est édité chez Matago. Et bah oui, c'est ça, ouais. Parce qu'il t'a fallu combien de temps, on va dire, entre ta création et ton édition? Alors, je me perds toujours un peu dans les dates, mais je crois que c'est 3 ans. Je crois que j'ai eu l'idée à l'été 2016. Donc, non, 2016 ou 2015. 2015. Non, j'ai 2 ans et demi ou 3 ans et demi, je me rappelle plus. D'accord, ouais, même, enfin... On voit qu'effectivement, entre le temps qu'une idée germe et le temps qu'elle arrive face au public, il peut se passer effectivement un certain temps. Quand on le voit maintenant, en fait, est-ce que L'île au trésor correspond à ton idée première par rapport à ton prototype? Il y a eu des avancées? Ouais, carrément. C'est vraiment hyper fidèle. C'est vraiment, d'ailleurs, c'est un truc pour lequel je remercie souvent Matago parce que c'est extrêmement fidèle à mon idée première. Alors après, évidemment, on a travaillé, on a développé des choses, on a fait des retours en arrière, mais c'est excessivement fidèle. Et le jeu est un petit peu plus abouti, enfin il y a des éléments en plus par rapport à ce qu'il y avait au départ, mais en fait entre un truc qui marche à peu près et un truc qui marche complètement, il faut des
C'était pas simple. Mais en tout cas, mais en tout cas, je regrette pas du tout, parce que pour répondre à ta question de départ, c'est exactement ce que je voulais. Alors, parce que pour les auditeurs qui nous écoutent, qui ne connaissent pas forcément le jeu L'île au trésor, on peut rappeler un petit peu le principe rapidement. Comme dans le livre de Stevenson, il y a une île sur laquelle un trésor a été enterré, et il va falloir essayer, grâce à des indices, de savoir où il est enterré. Exact. Donc il y a ce concept assez simple finalement de chasse au trésor. Il y a 2 ou 3 petites innovations plus techniques ou de game design. Ouais. Notamment, il n'y a pas de case sur le plateau. Donc en fait, le trésor peut vraiment être caché n'importe où. On choisit précisément un point sur la carte. On prend un point de repère et puis on fait une croix dessus. Donc ça c'est le premier truc. Et puis après, il y a l'utilisation d'un certain nombre d'outils, du coup, de presque de géométrie. C'est ça, parce qu'on trouve des compas, des cercles, et c'est à nous d'utiliser les bons indices pour positionner les bons outils et essayer au fur et à mesure de réduire cette zone de recherche. C'est ça, exactement. Toujours dans les innovations, dans les choses qui font que le jeu est un peu différent. C'est un jeu qui est asymétrique. Bon, alors ça existe souvent, mais c'est un jeu qui n'est pas coopératif. Et là, des jeux qui sont asymétriques, non coopératifs, j'en connais moins. Donc du coup, ça c'est aussi assez intéressant, parce qu'il y a une espèce de psychologie qui se met en place autour du jeu, où on est dans une position un peu inhabituelle, où en fait il y a un joueur contre tous, et les autres ne veulent pas trop collaborer parce qu'en fait on est chacun pour ça. Ouais, c'est ça, il n'y aura qu'un vainqueur quand même, donc plus on donne d'indices aux autres, plus on leur donne de possibilités de gagner avant nous. Donc effectivement, du coup, il y a l'innovation à la fois dans le matos, dans l'approche du jeu avec ce plateau continu, et puis aussi dans les relations entre les joueurs. Donc du coup, c'est vrai que ça fait une expérience assez nouvelle. C'est quelque chose que les gens, il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui aiment moins, mais en tout cas, tout le monde reconnaît que c'est nouveau. Que c'est innovant, ouais. C'est clair. Et ce thème, puisque l'île au trésor, on l'a dit, donc thème pirate par excellence, est-ce que ce thème était, dès le départ, quand tu as pensé à faire un jeu, tu pensais faire un jeu sur les pirates ou c'est venu après? En fait, le point de départ est assez surprenant. En fait, le tout départ, quand j'ai imaginé ce jeu, je suis parti du jeu qui s'appelle Dixit. Donc, je pense que deux, trois qui vont tomber de leur chaise, ça ressemble pas trop. Mais en fait, ce que j'aime bien dans Dixit, c'est que c'est un truc qui est très ouvert. En fait, il y a une infinité de choix. En fait, quand on choisit une carte et la phrase associée. Mais dans ce jeu, il manquait pour moi l'aspect un peu narration, aventure, et notamment pour moi, ça passe à travers un plateau. Donc je me suis dit, je veux un truc ouvert avec un plateau. Bon, je vais mettre un plateau, puis ce qui fait que ce sera fini et ouvert, c'est qu'on pourra mettre quelque chose où on veut sur le plateau. Puis après, assez vite est arrivé le thème de la chasse au trésor. Mais le point de départ, c'est un autre jeu. D'accord. Ouais. D'accord. Et puis après, on va dire, dans cette phase vraiment très très conceptuelle, très vite le thème de chasse au trésor est arrivé. Et par contre, le thème vraiment de l'île au trésor de Stevenson est arrivé un bon moment après, après même que j'ai signé le jeu. Et c'est marrant parce que le déclic s'est produit en même temps chez l'éditeur avec Hicham et chez moi. En fait, c'est un jour où j'ai appelé Hicham en lui disant je crois que j'ai eu le thème. Et il m'a dit je t'écoute, et je lui ai dit il faudrait faire sur l'île au trésor de Stevenson, et il m'a dit j'allais te proposer la même chose. Donc les grands esprits se rencontrent, comme on dit. Et suite à ça, après, donc tu vois ton jeu prendre vie, qui va être édité, qui arrive au bout parce que tout fonctionne, les outils. Et là, en plus de tout, il y a Vincent Dutré qui vient l'illustrer. Et là, je pense que quand on a son proto et qu'on voit le jeu à la fin fini et illustré par Vincent Dutré, on ne peut être qu'heureux, je pense. Ouais, c'est clair. Évidemment. Ouais. J'ai de la chance par rapport à ça. Moi, sur Yamatai, j'avais déjà eu Jérémy Fleury qui avait fait un boulot extraordinaire. Donc, du coup, je suis très vénard. J'ai mon pote Cédric qui arrête pas de venir. T'es un sacré vénard, mais les deux plus beaux jeux que je connaisse, c'est les deux tiens. Donc, c'est vrai que non, mais et alors, pour la petite histoire aussi sur l'île au trésor, j'avais fait mon proto et j'avais piqué des illustrations de Vincent pour faire le proto. Alors, pas toutes, parce que j'ai pas trouvé tout qui allait bien.
plupart des illus, j'avais récupéré des images de Vincent. D'accord. Et puis du coup, là, Matago m'a dit, on aimerait bien proposer à Vincent. C'est d'accord, j'ai dit évidemment. Et puis effectivement, le résultat est vraiment juste canon, quoi. Enfin, pour ceux qui, ne serait-ce que la couverture. Non mais c'est ça, si, c'est un vrai travail. On retrouve, faut aimer effectivement son côté, les illustrations de Vincent Dutré, mais moi je les trouve magnifiques et on retrouve vraiment l'ambiance. Le jeu retransmet bien cette ambiance Stevenson en fait, comme si on a l'impression de prendre le vieux livre de l'île au trésor alors que c'est la boîte de jeu, quoi. Ouais, c'est clair. Vincent a beaucoup joué. Enfin, je crois qu'il fait ça sur tous ses jeux, mais il a pas mal testé. Il s'imprègne du truc. Et puis c'est vrai qu'après, le boulot. Je pense que ce qui a fait que le jeu a eu une exposition assez vite, c'est qu'en fait on a diffusé la couverture du jeu très tôt. En fait, Vincent a commencé à bosser sur le jeu il y a peut-être au moins 2 ans avant que le jeu sorte. Et du coup, on a eu une couve relativement vite. Et en fait, les gens, juste en voyant la couverture, le thème et l'éditeur, ont dit « ça, il faut voir, il faut garder en tête, il faut voir ce que c'est. » Donc, du coup, ça a vraiment participé au fait qu'il y ait eu la hype comme ça et que les gens aient adhéré. Alors, Roberto a une question pour toi. Je t'écoute, j'allais dire Roberto a expérimenté, je t'écoute. Et donc j'avais une question. Tu sais que j'ai travaillé longtemps sur des bateaux et notamment sur des vedettes garde-côte et on se servait et en fait je voulais te demander si toi-même tu avais un petit peu tâté de la navigation parce que quand on voit le matériel qu'il y a dans le jeu, le type de recherche, quand on utilise les compas, la rose des vents, ça évoque exactement ce qu'on utilisait nous quand on faisait des recherches en mer pour un sauvetage ou pour n'importe quoi, on triangulait, on faisait des alignements et du coup, je voulais te demander si tu avais un passé de capitaine au long cours ou je sais pas trop quoi. Alors, pas vraiment, en fait j'ai un tout petit peu d'expérience de bateau, mais alors tu vas rigoler, en fait j'ai fait un stage de voile d'une semaine avec ma femme et au bout de cette semaine, le but c'était d'être autonome sur un dériveur, donc sur le lac d'Annecy, quand on est à côté de chez nous. Okay. Et puis donc, après une semaine de stage, on va prendre notre dériveur, on le grée comme on peut, on part sur le lac, puis on galérait, puis on revient, puis le mec nous dit, c'est sûr que la prochaine fois, si vous mettez la dérive, ce sera plus simple. On avait juste pas mis la dérive. Donc, mon expérience de bateau s'est arrêtée là. D'accord, ok. Tu vois, je suis demandeur d'une nouvelle formation avec des le gars était fort, mais il faut de la patience pour nous apprendre parce qu'on est piètre marin, je pense. D'accord, mais à ce moment-là, il va falloir que tu te crées un personnage. Les gens aiment bien quand le jeu est associé à un personnage, vraiment. Parce que là, si tu racontes ça, les gens ils vont pas. Ça va pas aller. Donc on va effacer ça. J'espère qu'on n'est pas en direct. On va effacer la bande. Et puis. On efface l'anecdote, ouais. En tout cas, félicitations parce que c'est vraiment top. Ouais, le jeu est très très bon, effectivement. Continue à faire des jeux plutôt que du bateau de notre côté. Et effectivement, donc tu as eu la chance avec Yamatai de travailler avec Bruno Catala. Là, tu as sorti l'île au trésor où tu officies un peu tout seul. Est-ce qu'il y a d'autres jeux qui risquent d'arriver? Est-ce que tu as d'autres jeux sous ta besace? Ouais, alors j'ai un autre projet en cours. Alors c'est encore complètement différent, encore plus différent même que l'île au trésor de Lady Yamatai. Et le troisième jeu qui est dans les tuyaux, c'est un jeu d'observation rapidité qui sera chez Cocktail Game. Donc c'est un jeu en fait qui est basé sur un système de draft, mais très simple, et surtout qui est instantané. Donc on n'a pas besoin d'attendre. En fait, pour faire simple, c'est un système de draft où il y a un paquet de moins que le nombre de joueurs. Mmh. Et du coup, quand on a fini de choisir une carte dans son paquet, au lieu de poser son paquet et d'attendre que le joueur suivant ait choisi, etc., on va donner son paquet au joueur qui n'a pas de paquet. D'accord. Et du coup, c'est cette mécanique-là qui est toute bête, qui existe à ma connaissance pas ailleurs, et qui fait qu'on a une espèce de frénésie pas possible, mais où il n'y a pas de litige en disant c'est moi qui ai attrapé le totem en premier, ou à chaque fois ça se régule assez bien, jusqu'à 6 ou 7 joueurs. Et puis voilà, c'est pas non plus que du n'importe quoi, parce qu'il y a des petits objectifs où il faut regarder ce que font les autres, ce que font les voisins, notamment, parce que du coup pour que
le jeu, on va dire, scale bien en fonction du nombre de joueurs. En fait, il y a plusieurs principes que j'ai de Seven Wonders dont je me suis inspiré. Ouais. Donc c'est clairement un jeu qui est inspiré de Seven Wonders, mais qui au final n'a rien à voir parce que c'est un jeu d'apéro. Et voilà, du coup, c'est assez marrant parce qu'il y a une sensation d'urgence et à la fois de faut pas que je fasse n'importe quoi parce que sinon je rate les objectifs et j'aurais beau avoir posé 2 fois plus de cartes que les voisins, si j'ai pas un minimum regardé ce qu'ils font, je peux perdre quand même. C'est de l'urgence gérée, en fait. Exactement, ouais. Et du coup, c'est de l'urgence sous pression où il faut pas faire n'importe quoi. Et celui-là, on pourra commencer à le voir quand? Alors, il a déjà tourné, alors pas à Cannes cette année, mais je l'avais fait tourner à Cannes l'année dernière. Là, le boulot de développement est en cours chez Cocktail, donc je sais, en théorie, il y a un peu de retard, on va dire, donc je connais pas la date, j'ai pas de date précise à donner. Non, mais c'est pour savoir, effectivement, on sait qu'il est déjà disponible sur certains salons et qu'on peut éventuellement le voir tourner pour pouvoir le tester. Après, date de sortie, vraisemblablement, ça devrait être Cannes l'année prochaine ou PEL l'année prochaine, un truc comme ça. D'accord. Donc effectivement, c'est déjà un petit peu plus précis. Merci beaucoup, Marc, d'avoir bien voulu répondre à nos questions. On en connaît un petit peu plus maintenant sur l'histoire de l'île au trésor, du moins pour ce qui est du jeu de société. Et on en connaît aussi un petit peu plus sur toi et sur ton périple en mer. J'espère qu'on aura la chance, qu'on aura la chance de se revoir sur un salon. Merci et très bonne soirée à toi. Ouais, à bientôt Marc. Donc effectivement, pour ceux qui ont eu la chance de jouer à l'île au trésor, pour ceux qui aiment ça, les recherches et les jeux un peu particuliers, parce que celui-là on peut dire qu'il est un petit peu particulier. Il est arrivé comme un ovni dans la mécanique et dans le matériel proposé, mais c'est un vrai petit bijou en fait, une vraie petite pépite sur le ressenti. Je vois que tu dis oui, tu es d'accord avec moi? Oui, parce que ma première partie, je l'ai joué avec Marc lui-même à Essen. Et ce qui est quand même étonnant, c'est qu'il n'y a pas de case, tu te mets où tu veux sur le plateau. Si tu as envie de te mettre sous un palmier au bout de l'isthme, machin, tu peux t'y mettre. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Et il y a un système qui rappelle beaucoup ce qu'on faisait en mer, donc c'est assez réaliste. C'est ça, tu dis que c'est assez réaliste. Et terriblement innovant finalement dans les jeux. Bah oui, bien sûr. Moi, c'est ça, je ne connais pas d'autres jeux où on se sert de ce matériel. Après, Matago, ils ont quelque chose d'exceptionnel, c'est qu'ils sont capables de faire des choses. Hicham, pour parler de lui, qui est un des 2 associés de Matago, il a toujours eu une vision d'avance. Il voit pour Captain Sonar et il a vu aussi plus loin que les autres, pour celui-là aussi. Captain Sonar a aussi cette particularité. On ne retrouve pas cette mécanique ailleurs finalement. Oui, bien sûr, mais ce qui va être le vrai cœur à l'ouvrage dans le matériel, dans le suivi du jeu et dans l'accompagnement de l'auteur et de la vie du jeu après. Ce qui est important, c'est quand le matériel il sert le jeu parfaitement et on fait vraiment. Là, on fait des recherches, on triangule, on trace des traits, on a le compas. C'est comme si tu étais sur une carte marine en fait, c'est ça? D'ailleurs, il paraît que ça se perd. Les marins maintenant, ils sont aidés avec des GPS et bien plein de sûr, choses. Fini, et il y a des tas de marins qui sont secourus parce que leur GPS tombe en panne et ils n'arrivent plus à se repérer en fait. Ah oui, évidemment, mais c'est fini. Les gens qui font le point sextant, ça existe. Il en reste, mais. Donc finalement, les joueurs vont être aussi calés, voire même plus que certains marins. Et du coup, ils vont peut-être se sauver avec la boîte de l'île au trésor, ils seront en mer. Oui. Alors, il faut qu'on avance malgré tout dans l'émission parce que le temps n'est pas extensible et qu'il avance. Et nous, on a aussi des choses à présenter, des choses à voir avec vous. On avait vu Yann qui devait parler de Fairy Tales, mais je pense que malheureusement, on ne va pas avoir le temps, donc on va le garder pour la prochaine émission. Je le garde au chaud. Merci Yann. Parce que moi, je voulais vous parler de claustrophobia, et c'était important d'en parler maintenant, tout simplement parce que si on en parle plus tard, le Kickstarter sera terminé, en fait, puisqu'il relance pour la nouvelle version, pour Claustrophobia 1643, il relance un Kickstarter de dernière minute. On croit parfois que lorsqu'un jeu est signé, le plus dur est fait.
Les équipes de Deluxe se sont rendues chez un célèbre éditeur pour mener l'enquête. 8 heures dans les locaux de Monolith. Bon, ben là, regardez, hein, on vient juste de signer un jeu, hein, on a la mécanique, c'est du tactique en un contre un, on a le thème, hein, c'est la cupidité de l'homme, la porte des enfers. Eh ben, il ne manque plus que le titre, quoi. Et puis ça, bah, c'est le boulot de Michel et Fabia, d'habitude. Alors, bon, ben, aujourd'hui, c'est un petit peu à la bourre, mais vous inquiétez pas, je vais appeler Michel tout de suite. Allô, Michel? T'es où? Ouais, je suis en bas dans la rue, là. Il y a un mec devant moi, ça fait 10 minutes qu'il arrive pas à faire ce créneau, là. Allez, tu la gardes, ta promesse? Oh, on t'entend mal, Michel. Écoute, si toi tu m'entends mieux, c'est pour te dire, le jeu qu'on a signé, eh ben, tu vas travailler en binôme avec Fabia pour trouver le titre. C'est cool, non? Au même moment, dans la voiture de Michel. Eh ben, tu vas travailler en binôme avec Fabia pour trouver le titre. C'est cool, non? Ah non, putain, pas Fabia. Oh, et l'autre qui reste planté, là, mais braque. Non, pas Fabia, s'il te plaît, elle parle tout le temps, j'en peux plus. Elle cause trop, Fabia, tu m'entends? Elle cause trop, Fabia. Mais oui, c'est ça, garde-toi. Pendant ce temps-là, chez Monolith. Ouais, l'autre qui reste planté, là, des braques. Ah, sacré Michel. C'est un sanguin, hein, mais c'est un bosseur, vous allez voir. Oh, Fabia, tu m'entends? Elle cause trop, Fabia. Ah, ben oui. C'est ça, garde-toi. Claustrophobia, c'est 143. Merci Michel, c'est bon, c'est noté. Martine, appelez l'imprimerie, on a le titre. Et voilà, chers auditeurs, vous en savez certainement plus sur la création d'un jeu. Tout de suite, retrouvons notre envoyé spécial, Alexis. Alors, tout à fait, je vais vous parler, comme je l'avais dit, de Claustrophobia 1643. Alors, je ne suis pas sûr que le titre ait vraiment été trouvé comme ça, hein, puisque c'est un jeu de Croc qui avait déjà officié sur du jeu de rôle il y a quelques temps, on se souvient de Bitume, de In Nomine Satanis, Bloodlust aussi, Cops, des jeux comme ça. C'était lui. C'est illustré entre autres par Pascal Quido, hein, qui lui aussi a fait des illustrations du jeu Splendor, de Million Club, de plusieurs scénarios de Time Stories ou des Sherlock Holmes Détective Conseil. Et c'est édité par Monolith. Alors, Claustrophobia 1643, c'est en fait, on va dire, le jeu Claustrophobia remis au goût du jour et réadapté. Il faut savoir que Monolith ne fait plus de sorties boutique. Donc si vous voulez vous procurer ce jeu, en fait, ils refont une campagne Kickstarter qui est là, qui va se lancer dès demain pour quelques jours pour donner offrir pour les backers les dernières boîtes. Ils en ont sorti 10 000 pour tout le monde. Les 10 000 sont partis, enfin il y en a 8 000 de partis, il reste 2 000 boîtes qu'ils ont réparties dans différents pays. Donc si vous voulez avoir votre exemplaire, c'est maintenant. Claustrophobia, c'est un jeu de figurines, un jeu d'escarmouche, d'exploration de donjons, qui va se jouer à deux. Un va représenter les forces du mal et l'autre va représenter les forces du bien. C'est le principe, on explore les égouts, en fait les enfers, et avec un principe assez innovant d'action menée par les dés. J'ai un lancer de dés, je jette tous mes dés en fait, et je vais les répartir entre mes différents personnages. Ce qui fait que si mon dé donne la face numéro 4, bah, ce personnage-là va pouvoir faire toutes les actions associées à la face numéro 4. Il y aura autant de points de déplacement, autant de points d'attaque, autant de points de défense, qui ne seront pas forcément les mêmes s'il y avait eu la face numéro 6, 5 ou 3 sur le dé. Et à chaque fois que je vais me faire blesser, je vais devoir comme ça me donner des faces de dés en moins. Et donc mon personnage sera un petit peu alité, aura moins d'options et peut-être que j'aurai des dés qui ne serviront plus ou qui va se retrouver comme ça de plus en plus fatigué. Donc on a gardé exactement le même principe avec un matériel juste, on va dire puissance 10, puisque par rapport à un Claustrophobia normal, à la base il y avait des tuiles, il y en avait 36, des tuiles de couloirs infernaux. On avait 17 figurines qui étaient magnifiques, elles étaient pré-peintes, celles-ci, et vraiment très bien sculptées, hein. Il y avait donc des personnages, on va dire, de la caste gentille, un frère rédempteur, des brutes, des spadassins, et on avait un démon et 11 troglodytes, donc les monstres avaient peu de variété, mais c'était suffisant pour jouer. Et puis après, on avait forcément tous nos pions, nos cartes et compagnie. Ici, dans la version du Kickstarter, la première innovation, c'est que en fait, on a directement, avec le jeu de base, les extension notamment de Profundis, qui est intégrée. Donc, sachant que les extensions pour ce jeu ne sont plus, voire très difficilement trouvables, c'est un vrai plus. Et on a donc
35 figurines, là où il y en avait 17 à la base, hein, je vous le rappelle. Des figurines pour les combattants humains, on a 13 figurines différentes pour les démons, on a des molosses, des troglodytes coriaces, donc pour les amateurs de figurines, il y a vraiment de quoi se faire plaisir. On avait 36 tuiles dans cette version, on passe à 48 tuiles épaisses de 16 par 16. En plus, cerise sur le gâteau, ceux qui, comme moi, ont la chance de posséder les deux versions, il faut savoir que les tuiles sont même format, donc on peut éventuellement se créer ses propres scénarios en mêlant un petit peu les deux jeux. On a des plateaux, des fiches de jeux individuels pour les combattants humains. Enfin voilà, si vous connaissez un petit peu le travail de Monolith parce que vous avez suivi la campagne de Conan, vous savez qu'au niveau figurines, ils sont paradins, vous savez qu'au niveau matériel, ils font quelque chose de vraiment propre, de vraiment beau. Donc, sachant qu'il ne reste qu'un nombre limité de boîtes, si vous êtes fan de jeux d'aventure, de dungeon crawler, ou de jeux de figurines, ou de jeux à thématique un petit peu glauque, jetez-vous dessus vraiment sur cette campagne qui se relance pour un temps limité et vraiment, vraiment je pense qu'il n'y aura pas de reprint derrière, hein, c'est ce qu'ils avaient dit. Après ils vont passer dans leur nouveau projet, à savoir Batman, et donc pour Claustrophobia ça sera terminé. Donc j'espère que je vous ai donné envie, en tout cas il ne fallait pas passer à côté de l'occasion. Merci Alex. Merci Yann. Quelqu'un d'autre qui nous donne souvent envie quand il parle et qui nous explique un petit peu ses univers, c'est Talmo. Et là, on l'a dit tout à l'heure, les gars de la marine, tu vas nous parler... Des pirates, des corsaires, des flibustiers, des boucaniers, des forbans. Est-ce que, Alex, tu pourrais tenir ça pour présenter? Je les ai mis dans l'ordre. Le plus gros sera celui qu'il faudra montrer en premier. Alors, petit rappel, pas pour vous, messieurs, parce que vous êtes très informés, j'imagine, mais qui est quoi? Un pirate, c'est quelqu'un qui travaille à son compte, on est d'accord? Un corsaire, il travaille pour le roi, pour l'autorité, qui lui donne l'autorisation d'attaquer les navires, souvent les navires ennemis, bien entendu. Un flibustier, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un pirate des côtes américaines. Et encore plus localisé, un boucanier, c'est un pirate des Antilles. C'est ça. Donc, maintenant que c'est clair pour tout le monde, on va revenir à un petit rappel historique avant que je vous présente la piraterie, comment elle est illustrée. Dans les jeux, enfin non, dans les jeux, on va survoler très rapidement, mais dans le cinéma, la bande dessinée et dans tous les médias qui me plaisent. Alors, quand commence la piraterie? Un jeudi. Non, eh ben, peut-être que c'était un jeudi, mais en tout cas c'était un jeudi de l'an 1538, nous dit Hérodote. Le 12. En moins 538, le jeudi 12 moins 538, l'île de Samos est tenue par un tyran, Polycrate, qui est un pirate. Il possède 100 galères de 50 rames chacune, quand même, ça fait donc, si je suis bon en maths, 5000 rames, c'est quand même pas mal, et près de 1000 archers. Avec ça, il sème la terreur sur la Méditerranée. Donc, la piraterie commence dès l'Antiquité, dès la navigation, pour ainsi dire. Petite anecdote qui, moi, m'a fait absolument bondir. Jules César, en moins 78, est capturé par des pirates. Le saviez-vous? Jules César a été capturé par des pirates de Cilicie, alors qu'il se rendait à Rhodes pour apprendre, pour aller faire ses études. Il était tout jeune, hein, il n'était pas encore le Jules César qu'on connaît. Il rachètera sa liberté pour 50 talents d'or. Ces pirates seront éliminés une décennie plus tard par Pompée. Pompée va dépêcher 120 000 soldats et 500 navires sur la Méditerranée et il viendra à bout de la piraterie des pirates de Cilicie, à savoir 1300 galères et près de 23 000 pirates. L'ironie du sort est énorme, c'est que lorsque César sera sacré empereur, le fils même de Pompée va remonter la piraterie. Il s'agit de Sextus Pompée, qui va reprendre, oui, parce que c'était l'ennemi, Pompée et César. Donc le fils de Pompée devient, il devient malvenu à Rome et il part sur les mers pour aller affronter l'Empire romain. Question, quand la piraterie s'est-elle arrêtée? Eh bien, la piraterie ne s'est pas arrêtée. Souvenez-vous, en 2008, au large de l'Érythrée, des pirates somaliens capturent 33 chars russes sur un cargo. Et quand on connaît quand même le caractère du président Poutine, il vaut mieux être bien trempé pour aller attaquer ses intérêts. Donc la piraterie
existe toujours, a toujours existé, pour ainsi dire, à partir de l'histoire des civilisations. Où a-t-elle eu lieu la piraterie? Elle est partout également. En Méditerranée, comme je vous le disais, dans les Caraïbes, ça tout le monde le sait, tout le monde le connaît, c'est l'image d'Épinal, mais aussi en mer de Chine, Madagascar, le golfe d'Aden, l'océan Indien, la mer du Nord, la mer Baltique. Je ne sais pas s'il y a une mer ou un océan qui n'a pas connu la piraterie. Non, parce que même ma mère s'est fait pirater. Peut-être le lac d'Annecy. Ouais, il pique des safrans, je crois. Ouais, il pique des dérives sur le lac d'Annecy. Alors à présent, on va s'intéresser à l'exploitation du thème des pirates, parce que c'est ça qui est le thème de ma chronique quand même. Je vais survoler très rapidement le monde du jeu, parce que franchement, moi je trouve que c'est surexploité. Les jeux de pirates, il y en a énormément, même Mémoire, qui est un super memory, hein, qu'on a essayé ici il y a quelques semaines, a utilisé le thème des pirates. Ils ont mis des petits bandanas sur la tête des animaux, etc. etc. Donc, le thème des pirates, dans le monde du jeu, c'est énorme, il y en a partout. Par contre, le pirate historique, le pirate de la littérature, qu'en va-t-il? Moi, je le cible d'abord chez Daniel Defoe, Robinson Crusoe et ni plus ni moins que Alexander Selkirk, un pirate qui restera 4 ans sur une île déserte. Daniel Defoe, qui donc a écrit Robinson Crusoe, va nous faire aussi Libertalia et le grand rêve flibustier, 1660-1731. Ça, c'est le pirate historique, le maître étalon du pirate, le pirate des origines, quoi. Avec l'île au trésor, bien entendu. Et j'ai inclus également le capitaine Nemo, parce que le capitaine Nemo, c'est quand même une sorte de renégat. Lui, il est dans un sous-marin, mais il est quand même... oui, c'est ça, c'est un renégat des mers. Deuxième pirate de l'histoire, pas de la littérature, cette fois-ci du cinéma, c'est le swashbuckler. Connaissez-vous le swashbuckler? Je vais vous donner la définition de Nanarland. Le swashbuckler, c'est un terme utilisé par les cinéphiles anglo-saxons qui regroupe de manière générique les films de cap et d'épée, de pirates, de mousquetaires, les reconstitutions historiques en costumes froufroutants, films avec des types qui s'accrochent au lustre, fatalitas et palsans bleus. Donc c'est ça. Dans les années 50, apparaît un pirate qui saute sur la table de la taverne, qui engage des duels acrobatiques en montant les escaliers, en les descendant. Ce pirate, dans plein de films, connaîtra des décennies de gloire. C'est Charlton Heston, c'est Errol Flynn, c'est Burt Lancaster dans Le Corsaire Rouge, qui pour moi est l'archétype, on le retrouve dans La Classe américaine. Là. Vous vous souvenez, hein, voilà. C'est le genre de films qui ne sont pas des films sur le cyclisme. Non, exactement. Donc c'est ce pirate-là. L'archétype, pour moi, le swashbuckler d'or, c'est dans le dessin animé des studios Hardman, Pirate bon à rien, mauvais en tout. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Eh ben, y a un capitaine pirate qui fait son arrivée dans la taverne en chevauchant une baleine. Baleine qui ouvre la bouche, il y a un flot de pièces d'or qui se déverse. Et le capitaine pirate surfe sur le flot de pièces d'or pour arriver jusqu'au comptoir pour commander son rhum. Ça, c'est du swashbuckler de compétition. Swashbuckler, c'est aussi un film de 1976 avec Robert Shaw, vous savez, celui qui sera capitaine dans Les Dents de la Mer, et James Earl Jones, qui sera le méchant Tulsa Doom dans Conan. Et James Earl Jones sera aussi l'amiral Greer à la poursuite d'Octobre Rouge. Vous voyez, la boucle est bouclée. Poursuite d'Octobre Rouge, qui n'est ni plus ni moins que l'adaptation cinématographique de ton jeu Sonar, n'est-ce pas? C'est ça, il t'avait contacté. Bien sûr. Oui, j'ai commencé, l'idée est venue à Vladivostok. Et cet acteur là avait pris, il s'appelle Robert Shaw en hommage à Roberto. Ah, absolument. C'est vrai. Troisième pirate, le pirate glamour. Dans les années 90-2000, Hollywood rajeunit le thème qui a été un petit peu ringardisé par le swashbuckler, qui est trop virevoltant, trop, peut-être, je ne sais pas. Il nous propose des pirates aux couleurs, crasseux, crédibles. Ça commence avec Pirates de Polanski, qui est pour moi un film merveilleux. On poursuit avec Hook, et puis on arrive à Pirates des Caraïbes. Est-ce aujourd'hui le déclin de Pirates des Caraïbes? Je vous pose la question. À mon avis, oui. Je viens de lire qu'à la sortie de La Vengeance de Salazar, Johnny Depp et Javier Bardem ont été nommés aux Razzie Awards. 2 fois. 2 fois Johnny Depp et Javier Bardem. Alors que sont les Razzie Awards?
Ce sont les Oscars comment on peut dire, du loupé, quoi. Les anti-Oscars. Ouais, les anti-Oscars. Donc, on juge qu'ils surjouent un petit peu, qu'ils tournent en rond et que leurs personnages ont du mal à se renouveler. Moi, je vous laisse juge. Dernier pirate de l'histoire du cinéma, le pirate de Nanar. Donc, je pense en particulier à Dennis Hopper dans Waterworld. Merci Damien, n'est-ce pas? On peut le dire, c'est un pirate de Nanar. On trouve aussi un autre film plus méconnu, c'est un pirate de science-fiction, des pirates de l'espace qui volent de l'eau, c'est Ice Pirate, avec quand même, excusez-moi du peu, Ron Perlman, Hellboy en personne, et Angelica Houston, Morticia Adams elle-même. Et puis, en fait, je me suis aperçu, moi qui aime bien les nanars, qu'il n'y a qu'un seul vrai pirate, un vrai nanar de pirate. Il n'y en a qu'un seul, c'est The Treasure Island. Non, Pirates of the Treasure Island. Ils n'avaient pas les droits pour prendre The Treasure Island. Donc c'est un très mauvais film. Pardon, c'est un très bon nanar où on s'aperçoit en fait que faire un film de pirate, ça demande des moyens financiers, et donc c'est compliqué pour eux. C'est un film avec Lance Henriksen qui fait Bishop dans Alien. Vous savez, l'androïde, merci. Ouais. Mais pour revenir à quelque chose de plus sérieux, les plus belles œuvres sur la piraterie, pour moi, sont dans la peinture et l'illustration. Le musée de la Marine, à Paris, place du Trocadéro, déjà, je vous le conseille à tous. Vous pourrez voir des fresques surdimensionnées de batailles marines. Et là, s'il vous plaît, monsieur, post-it vert. Post-it vert. Voilà. Les deux dessinateurs historiques de l'île au trésor de... Ah ben il est d'Antonio, ça c'est le post-it jaune. Post-it vert. Ouais. Howard Pyle, dessinateur historique de l'île au trésor. Et Newell Converse with, son élève, post-it jaune, qui pour moi sont vraiment les deux plus beaux illustrateurs de la piraterie. Je vais vous parler également, pour terminer, des BD remarquables. Donc, avant de parler de Corto, Astérix, les Gogos, les Gaulois, bien sûr que ce sont des pirates, et ce sont ceux dont on parlait, qui ont probablement capturé Jules César. Corto Maltese lui-même, c'est un capitaine pirate dans la balade de la mer Salée et sous le signe du Capricorne. Suivant, s'il vous plaît, monsieur. Tintin, le secret de la licorne et le trésor de Rackham le Rouge, bien entendu, histoire de pirates célèbres. Isaac le pirate, s'il me semble, exactement, de Christophe Blain, que je vous conseille, que j'aime beaucoup. C'est l'histoire d'un jeune naturaliste qui va se faire kidnapper et découvrir la piraterie, et qui leur fera également découvrir à eux le nouveau monde, avec l'œil d'un naturaliste. L'île Bourbon de Lewis Trondheim, que je n'ai pas, mais surtout, et même s'il n'y a pas un seul pirate dedans, oui, absolument, la plus belle BD sur le monde de la mer, des marins, à l'âge d'or de la piraterie, c'est le très fidèle, documenté, précis, épique et poignant Les Passagers du Vent de François Bourgeon, dont je vous conseille d'aller à l'abordage. En commençant par la fille sous la dunette. Très bien, merci beaucoup Talbot pour ce tour d'horizon de la piraterie et en tout cas ça nous a appris des choses, que ça soit... Moi, je voudrais juste nuancer les choses. On a surfé quand même le carrière de Dennis Hopper parce que tu disais Waterworld, il a aussi fait le méchant dans Super Mario. Donc, ok, d'accord, on peut dire Easy Rider ou des choses comme ça. Bon, il a quand même vachement salopé la fin de sa carrière, clairement. Donc en tout cas, c'était vraiment très sympa, très instructif. Et voilà, si les gens n'aiment pas les nanars, ne veulent pas se jeter sur les versions cinématographiques que tu as données, qu'ils n'hésitent pas à se jeter sur les BD, qui en tout cas, effectivement, sont magnifiques, je plus sois. C'est l'heure de la troisième pause musicale de l'émission. Et donc pour la peine, on va faire honneur à notre invité, on va s'écouter Fraga de Björn Rosenström. Salut,
c'est toujours la voix off de Deluxe. Bon, là vous commencez à avoir l'habitude, à la place des pauses musicales pendant le live Facebook, c'est moi qui interviens pour vous parler de l'émission et vous dire que là, il reste très peu de temps avant la fin de l'émission de ce soir, mais vous pouvez continuer à commenter sur le live Facebook, à poser des questions, et nous, on les lira à l'antenne, et si on peut, on essaiera d'y répondre. Mais si vous manquez l'émission de ce soir, n'hésitez pas à nous retrouver sur les différentes radios, et puis dans quelques jours, en podcast sur SoundCloud, iTunes et Spotify, en cherchant tout simplement DLDB56, des luttes et des plumes. Voilà, si tout ça n'est pas très clair, tout est récapitulé sur notre site internet www.deludes.com. Deludes, ça s'écrit D-E-S-L-U-D-S. Tout simplement. Je pense que vous avez toutes les informations nécessaires au bon déroulement de l'émission et pour la retrouver très prochainement en podcast. Alors là, il est temps de partir pour la dernière ligne droite de l'émission de Deluxe et des plumes de ce soir dans 3, 2, 1. Et on vient d'écouter Fraga de Björn Rosenström. Des luttes et des plumes, c'est 4 fréquences et 6 stations dans le Grand Ouest. Dans le Finistère sur 100.4. Dans le Morbihan, à Lorient sur Radio Goéland et Vannes sur le 102.1. En Vendée sur le 101.4. Dans les Deux-Sèvres sur le 90.4. Et par internet jusqu'en Essonne sur BLP Radio. T'es sûr qu'en Essonne, on est encore dans le Grand Ouest? Oui, le Grand Ouest de la banlieue sud parisienne, quoi. Ah ok, ça me va comme explication. Toujours dans des luttes et des plumes, on est ensemble pour la dernière partie de l'émission, effectivement. Celle où on revient vers notre invité, et heureusement parce qu'il a encore des choses à dire. On a dit tout à l'heure que le 11 et le 12 mai, il y avait votre nouveau festival alors j'allais dire à Saint-Malo, mais non, à l'histoire des poulets. Saint-Père-Marc-en-Poulet. À Saint-Père-Marc-en-Poulet. Donc là, on a déjà expliqué qu'il allait se passer plein de choses en plus des jeux. Et comme vous êtes des gens qui n'arrivaient pas, je pense, à dormir la nuit, vous avez toujours des idées, toujours des choses à faire. Et vous avez décidé de mettre en place aussi une fête, la fête des corsaires. Ça correspond à quoi exactement cette fête? Parce qu'on peut venir même si on n'est pas un corsaire. Bien sûr. En fait, on a parlé pas mal de corsaires et de flibustiers. Et nous, on est allé voir un jour qui connaît Intramuros ici, la ville fortifiée à Saint-Malo. Moi, j'ai déjà été promener. Quand vous arrivez, que vous voyez les remparts, etc., qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Qu'est-ce qui manque en fait? Les canons, les corsaires. Ouais, les corsaires, ouais. Et donc, en fait, c'est simple, on est allé voir les élus et on leur a dit, à Saint-Malo, on a le décor, mais il manque les acteurs. Donc nous, on veut bien être les acteurs. Donc on leur a dit, on leur a proposé d'organiser un événement qui va s'appeler la fête des corsaires. C'est un nom un petit peu bateau, mais justement, les corsaires, ils en ont besoin. Et du coup, ça va se passer le 29 juin à Saint-Malo. Et l'idée, c'est qu'à Saint-Malo, devant les remparts, il y a une frégate qui s'appelle l'Étoile du Roi, qui est, pour la petite histoire, c'est comme en France, on n'est pas très doué pour au niveau patrimoine maritime, c'est un peu compliqué pour conserver les épaves de bateaux, les retapés. Il y a une législation un peu stricte. Du coup, ce bateau-là, ce navire corsaire, l'Étoile du Roi, c'est un navire anglais qui a été racheté et qui par une compagnie française et qui maintenant est devenu, soi-disant, un corsaire. Donc c'est quand même un comble, sachant que les corsaires ont toujours affronté les Anglais. Et du coup, ça c'était pour la petite histoire. Et donc, l'histoire de l'événement, c'est que. Ils font souvent des petits coups comme ça, les Anglais. Mais ils n'ont jamais réussi à prendre ça, donc ça, c'est très important de le dire. Et donc, du coup, l'idée, c'est que l'Étoile du Roi va appareiller pour les Indes et a besoin de 50 membres d'équipage. Donc, du coup, pendant toute la journée du 29 juin, les gens qui arriveront, qui voudront participer, les touristes, les Malouins, tout le monde, de 0 à 99 ans, vont participer à des épreuves un peu partout dans la ville. On va avoir une 15-16 points et avec des jeux, plein d'activités. On va retrouver le célèbre drone Tutu Corsair et plein de choses. Et sur ces différents stands, ils vont gagner des points qui seront matérialisés par des pièces d'or qui seront des mallots d'or. Ça, c'est les pièces que Blue Orange, vous connaissez un jeu qui s'appelle King's Gold. C'est un jeu dans une boîte en métal avec des petites pièces. Et donc, un des sponsors, c'est donc l'éditeur Blue Orange. On peut le citer parce qu'ils sont très sympas en plus. Ils vont nous fournir 30 000 pièces d'or. C'est ça qui vont servir à recouvrir Sébastien. À la fin. Il le sait. Bon. Et donc, du coup, les gens sont récompensés avec des pièces d'or. Toute la journée, ils font des activités qui sont très variées, qui sont issues des différentes sections d'association. Le kayak, on devra faire un petit tour en kayak jusqu'à une bouée, revenir. Il y a une énigme qui est inscrite sur la bouée, il faut trouver la solution en revenant. Les chanteurs, ils vont chanter une chanson de corsaire et après ils posent une question. Les maquettistes vont présenter leur maquette, nous on va faire des jeux.
il y aura un bonus pour les gens qui arrivent déguisés, etc. etc. Et à la fin de la journée, les gens qui ont le plus de pièces, on va les faire monter sur une scène et ils gagnent chacun un jeu, voire 2, voire peut-être même 3. Et ça fait travailler les différentes associations ensemble finalement là. Ça crée des passerelles. C'est ça, là ça va créer des grosses passerelles. En fait, l'idée est un peu venue de quand on a fait les 100 ans de l'association. Il y a eu une grande fête qui, pendant la journée, permettait de présenter les différentes sections dans un endroit qui s'appelle la Chapelle Saint-Sauveur que la ville nous prêtait. Et ça a permis de voir que les autres sections, on ne les connaissait pas en fait. Enfin, on connaît les gens quand on fait l'Assemblée Générale, mais on ne voit pas ce qu'ils font. Et là, c'était l'occasion de voir ce qu'ils faisaient et on s'est dit c'est dommage de ne pas avoir un autre événement où on se regroupe tous. Et dans cet événement, tout le monde, tout de suite, était partant, toutes les ramifications en fait, de l'association. Toutes les ramifications étaient grimpantes. Au début, tu sais comment ce qui se passe, c'est que quand on a trop d'idées en tête, c'est toujours difficile de tout expliquer d'un coup. Oui. Donc il faut être diplomate. Donc on a présenté le projet et puis forcément c'est stimulant. Après, on va toujours un petit peu plus loin parce qu'on a l'habitude d'organiser les choses, mais évidemment que les gens avaient envie de faire les choses tous ensemble. Après, c'est sûr que c'est du boulot, bien sûr. Mais on n'a rien sans rien et voilà. Et puis quand on vous racontera comment ça s'est passé la prochaine fois, on dira voilà, on ne sait pas dans quelle case mettre ça parce que c'était extraordinaire. Nous on verra parce qu'on espère bien venir. Ça sera très bien justement. Et est-ce que cette profusion d'idées, est-ce qu'elle vient de la ville qui apporte quand même son histoire, ou est-ce que vous imaginez que si vous résidiez dans une autre région, dans une autre ville qui a peut-être moins de passé, un passé moins historique que Saint-Malo, est-ce qu'il y aurait quand même autant d'envie, autant de plaisir à faire les choses que dans cette ville qui fait la moitié du boulot, je dirais, en apportant tout son thème, quoi. À la Bourboule. Par exemple, pourquoi pas? C'est sûr qu'avoir une ville comme Saint-Malo, déjà on a une matière historique incroyable, donc c'est forcément inspirant. Il y a toujours eu à Saint-Malo une sorte d'esprit d'aventure un peu qui flotte entre les murs. Il y a eu beaucoup de navigateurs, pas simplement des corsaires. Il y a eu des caporniers, il y a eu des découvreurs, Jacques Cartier. Il y a eu aussi même des scientifiques, Lamennais. Il y a plein de personnalités du Guétrouin. Surcouf, bon ça c'était... Les gens qui partent pour la route du Rhum. Les gens qui partent pour la route du Rhum, même s'il y en a qui ne sont pas forcément corsaires, mais il y a une matière incroyable, donc c'était forcé que ça paraissait logique d'arriver à faire un événement comme ça. Pas très loin de Saint-Malo, il y a Dinan, qui est une ville fortifiée aussi impressionnante, et où il a fait des remparts tous les 2 ans. Le cadre aussi, il est exceptionnel. Nous, on a un cadre incroyable, et on veut s'en servir, ce qui n'avait jamais été fait. Donc on va se servir de plein d'animations qu'on a créées avec le Corsaire ludique les années précédentes. On va les rethématiser en Corsaire, notamment, à titre d'exemple, vous connaissez un jeu qui s'appelle Foldit. C'est un jeu avec un tissu qu'on plie pour arriver à trouver un objectif qui est sur une carte. C'est un petit tissu. C'est un jeu qui a été créé par un ami coréen. Et donc bref, c'est un jeu un petit peu de logique et de visualisation. Donc du coup, celui-là, on va le reproduire en géant, en 2 tapis, il est déjà fait en plus, de 3 mètres par 3 mètres, et avec des cases qui symbolisent les épices. Donc là, le thème, c'est faut bien ranger les épices dans la cale. On a tous les jeux, ils sont ultra thématisés corsaires. On ne met pas un jeu comme ça pour dire, on joue au molki parce que les corsaires... L'animateur est en corsaire et il y a un molki. Non, il faut qu'il y ait vraiment la particularité et qu'on sente ce côté corsaire tout du long. Donc on aura une 50aine d'animateurs qui sont sur les points fixes, qui montreront chacun les jeux, et surtout on aura une centaine d'autres animateurs qui seront qui vont déambuler dans les rues. Nous, ce qu'on voulait, c'est qu'ils fassent vivre un peu les rues en créant un peu quand ils se rencontrent, il y a des altercations, voire des combats, ils incitent les gens à participer. C'est un peu entre guillemets les commerciaux de l'événement. Et bien sûr, tout le monde sera déguisé en corsaire. Et donc, si les gens viennent déguisés, ils ont des pièces en plus. On va essayer d'avoir un partenariat avec certains restaurateurs et bars pour avoir une petite réduction sur certaines consommations ou plats, etc. En fait, ce qu'on veut, c'est que pendant une journée... Ce qu'on veut, c'est que pendant une journée, la ville revive l'époque corsaire. Déjà, pendant une journée, c'est déjà pas mal. C'est une belle idée, en tout cas, et ça s'y prête complètement, le lieu pour faire ça. Il y aura pas mal de trucs qui seront sur les remparts, également. Il y aura même, on a une sorte de rallye aussi qu'on a créé, qui va se dérouler à Intramuros pour essayer de trouver un indice d'un objet que le capitaine veut absolument embarquer avant de partir. Et c'est un rallye dont on a eu l'idée il y a quelques années. C'est un rallye à base de photos.
où on a pris 15 photos intramuros et les gens ils ont un plan et ils doivent aller à l'endroit où la photo numéro 15 a été prise, marquer le point 15 sur le plan, à l'endroit où la 12 a été prise, après on leur dit de relier les points dans un ordre précis, faites un trait entre le 15 et le 12, un rang autour du 13, et donc du coup ils découvrent une figure. Ouais, et là on a beau aller sur une terrasse de café, aller sur internet, ça marche pas. Il faut se déplacer, il faut ouvrir les yeux. C'est ça qu'il faut faire. Et c'est de la chasse au trésor en plus. En plus, bah oui, forcément, voilà, tu vois. Tout est lié, on appelle Marc. Tout est lié. Et puisqu'on en est tout à l'heure, vous disiez tout à l'heure, faire revivre pendant une journée l'époque corsaire, est-ce qu'on peut imaginer qu'il t'a ressuscité des vieilles marques de supermarché, que du côté de Lascaux, il fasse revivre pendant une journée l'époque mammouth peut-être? Voilà, je sais pas, comme ça, pour ceux que ça intéresserait plus dans le sud. On va déposer un concept. Il y a un petit côté jeu grandeur nature, finalement, jeu de rôle grandeur nature, un petit peu dans ce que vous proposez. Toi, tu veux mettre des choses dans les cases, hein, c'est ça? Forcément, c'est vrai, c'est un petit peu mon défaut, j'avoue. Et donc, c'est la première fois que vous faites la fête des corsaires. Est-ce que c'est un événement qui sera amené à se reproduire? Est-ce que vous espérez pouvoir le pérenniser? En fait, on a une subvention de la ville. La ville nous aide pour ça, même matériel, avec le matériel aussi, la com. Et ce qu'on aimerait, forcément, l'idéal, le scénario, on ne sait pas ce qui va se passer, si on aura de la fréquentation, si ça va prendre ou pas. Mais l'idéal, c'est que si le bateau en fait, part pour les Indes, c'est qu'on a une petite idée derrière. C'est pour ça. L'année suivante, peut-être qu'il revient des Indes, avec des éléphants, des choses comme ça. J'ai pas utilisé Bollywood. Trop fort, trop fort. Parce qu'effectivement, on comprend donc cette envie, vous l'avez dit, mais ça arrive le 29 juin, la fête des corsaires. Le 11-12 mai, on a le festival que vous lancez, et c'est à peine un mois après, c'est un mois et demi plus tard. Est-ce que là, au fur et à mesure que les dates approchent, on va dire, que le projet devient de plus en plus concret, est-ce que vous vous dites pas, mais est-ce qu'on va réussir à tout faire? Non, parce qu'on a aussi les rencontres du corsaire ludique au mois d'août. D'accord. Et des animations, il y a des mois qui sont plus chargés que d'autres, avec les animations qu'on fait déjà en temps normal. Oui, parce que vous faites déjà une animation chaque mois, chaque semaine? En fait, chaque mois, on a une après-midi jeu dans une grande salle de la médiathèque le premier dimanche du mois, une soirée jeu dans un bar le premier mercredi du mois, et après en milieu de mois, une après-midi jeu dans une salle de quartier, plus un autre bar. Ah oui, c'est pas vrai. Donc il y a 4 événements minimum par mois, après il peut y avoir des animations qui viennent se greffer. En plus de ça, oui, l'après-midi, il y a des animations ponctuelles, puisque en fait, nous on fonctionne avec les cotisations, mais pour acheter du matériel, pour faire tout ce qu'on fait, ça ne suffit pas, c'est pas une cotisation à 20 € qui suffit pour acheter des jeux et du matériel, donc du coup, régulièrement dans l'année, on fait des opérations qu'on facture pour la ville ou pour d'autres organismes. La semaine dernière, on était à la médiathèque de Dinard, où on était déguisés, on avait fait c'était le thème du voyage, donc toi tu étais en polynésien. Ouais. Et moi en Damien, Florence en pingouin, parce qu'elle manquait à Pengoulou. Enfin bref. Et du coup, ça c'est des opérations qu'on facture à la ville, on en a quelques-unes qui sont programmées. Notamment, on a même un truc à l'école de police, on a un truc l'été pour la ville, là, donc on se sert de ce qu'on sait faire. Et là, on demande d'être payé pour ça, puisque ça demande beaucoup de matériel, et surtout aussi pour le truc de l'été. Donc ça, c'est en plus des animations mensuelles. Mais en fait, tu sais, c'est toute une question d'organisation et d'imagination. Si tu as des idées, et quand tu sais qu'on a l'habitude d'organiser les choses, elles se mettent en place beaucoup plus facilement. Oui, comme vous disiez tout à l'heure, vous avez l'habitude, parce que ça fait quelques années que vous organisez des grosses prestations. Et tout est lié, tout est sur le thème du jeu au final. C'est lié aussi avec la création de jeu. Quand tu as une idée d'un jeu, ça peut donner une animation surdimensionnée. Et à l'inverse, pareil. C'est pas comme si on faisait les choses différentes, si on organisait la fête de la bière et puis à côté le festival de la maçonnerie. Pas les choses qui sont connectées. Donc là, par contre, tout est lié. Une idée dans un truc donne une idée pour autre chose. Ça peut être connecté, mais au mieux pas dans la même journée. Comment on pourrait connecter la bière et la maçonnerie? On va y réfléchir. Mais justement, beaucoup de prestations, beaucoup de temps pour tout ça, que ce soit vos activités, tu disais ponctuelles tous les mois, les activités qui viennent en plus, ou les préparations que ce soit pour le festival, pour cette rencontre de la fête des corsaires, ou les rencontres de l'été. Est-ce qu'il n'y a que des bénévoles dans votre asso, ou est-ce qu'il y a quand même un salarié? Ça arrive que des fois, on salarie quelqu'un pour prendre en charge une partie du boulot. Et maintenant, on n'a que des bénévoles. Que des bénévoles. Que des bénévoles. Donc c'est que sur le... Et combien? C'est variable selon les événements en fait. C'est en dizaines ou... C'est plutôt en dizaines, ouais.
on va dire, le moment où on a le plus de bénévoles, enfin hors ces événements spéciaux-là, ça va être notre événement de l'été où on est un peu plus qu'une quinzaine. Pour 200 personnes qui viennent, oui, ça reste. C'est ça, un ratio tout à fait correct. Après, pour la fête des corsaires, comme c'est organisé avec l'association des corsaires Malon, pour le coup, là, on a besoin de 150 bénévoles. Et pour l'instant, on est à 100 et quelques. Et là, dans pas longtemps, on va ouvrir un petit peu à des personnes extérieures. Parce qu'il faut qu'on soit nombreux, il faut qu'il y ait une densité dans la ville. Si on veut qu'il y ait plein de corsaires qui déambulent dans les rues, c'est pas un par-ci, un par-là, on veut qu'il y ait du monde. Non, c'est ça, ouais, c'est pas en croisant 3 dans la journée, si on a de la chance de passer dans la bonne rue. Il faut que ça vive et que les gens soient immergés en fait. Et les gens, s'ils veulent se renseigner, se tenir au courant de l'évolution un petit peu des événements, il y a un site, il y a une page Facebook. Il y a un site Corsaire Ludique, il y a un site La Route du Jeu, il y a un site La Fête des Corsaires, et il y a les 3 pages Facebook qui vont avec. D'accord. Donc normalement tout ça est disponible en ligne. Et à partir du 1er avril, en fait ça tombe bien parce qu'à la fin de la semaine, on va avoir on fait des petites réunions. Bien sûr. Mais quand on fait des réunions, on ne les fait pas avec toute l'équipe des bénévoles parce que du coup, vous imaginez quand on est à 15, plus les enfants, on a du mal à faire passer. Donc du coup, nous, on adore la dictature déguisée. Ça veut dire que un groupe restreint, on a monté un petit groupe restreint de cerveau qui s'appelle le BCG, le Brain Capacity Group, et on se réunit régulièrement et on a des idées et après on les impose aux autres, c'est comme ça, c'est tout. Oui, parce qu'on ne peut pas être 50 non plus à travers un projet finalement. Donc du coup, là, vendredi soir, on a une réunion pour préparer en grande partie aussi le truc de l'été. Et surtout, il y a Johan Lemonnier, donc lieutenant à bord du USS Captain Sonar, et son épouse Delphine viennent également. Ils participent à la réunion et le lendemain, le samedi, on va tourner des vidéos, des petits teasers pour la fête des corsaires. On en a déjà fait une moitié. On va en faire le reste et puis après Seb va les monter parce que l'idée c'est qu'à partir du 1er avril, donc on a dit 1er avril, mais bon, à partir du 1er, toutes les semaines on va en diffuser un. C'est des petites vidéos très courtes et un peu marrantes sur les corsaires reviennent, etc. Mais ils ont besoin de prendre une douche. Les corsaires dans le monde d'aujourd'hui, quoi. Dans le monde d'aujourd'hui, ils reviennent mais ils se rendent compte que c'est pas comme avant. Et voilà, l'idée c'est de faire des vidéos courtes, rapides, que les gens ont envie de partager. Oui, donc ça vaut le coup de suivre vos pages Facebook justement pour se tenir au courant de ça aussi. Oui. Ouais, à partir du 1er avril. Très bien. Et là il dira le 1er avril, non, il n'y a rien, c'est une règle. C'est peut-être pas la bonne date en fait. En tout cas, donc on a compris que si on avait envie de passer un très bon moment avec vous, on avait de quoi, on le rappelle. Il y a le festival au mois de mai, le 11 et le 12 mai, un festival de jeux, mais pas que, on va dire, avec beaucoup de surprises et beaucoup d'à côté. On peut se donner rendez-vous au mois de juin, le 29 juin, pour la fête des corsaires, où là aussi on vient et on la gère un petit peu comme on veut, c'est-à-dire que rien ne sera obligé, mais si on souhaite être costumé, si on souhaite participer, tout ce que l'on voudra faire, ça sera que du plus